Radio. Radio Pirate. Radio Pirate. OK, on est prêt pour les Radio Pirate News. Section 2, tiens, sujet 1 du jour. Appelez ça comme vous voulez. Les prochaines minutes, je parle de François Legault. OK, parce qu'il y a beaucoup de choses sur François Legault depuis 24 heures. Regarde, des fois, c'est à se pincer, là, à se demander est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que c'est vrai tout ce que je lis? C'est bizarre, là. C'est très, très, très bizarre. Mais écoutons le vidéo. Tiens, mettre ça pour se mettre dans le bain de tout ce qu'il a voulu jaser. Parce que là, il a présenté comme un nouveau plan. Oui, un nouveau plan. C'est ça, hein? C'est un nouveau plan pour l'économie du Québec. Le gars recule pas. Il a dit non, il faut prendre des chances. Il faut mettre l'argent du monde là-dedans. Il faut continuer. Il faut continuer à prendre des risques. Puis même si on perd de l'argent, c'est pas grave. Moi, ça passe pas partout, là. Moi, ça passe pas partout. Moi, pas de mea culpa, pas de dire, ouais, on a été un peu cow-boy. À l'avenir, on va faire attention. Non. Le gars est all-in encore, là. Le gars est all-in encore. Si, boire. Comment ça qu'on permet à ce gars-là d'être encore de même? Chris, il est illégitime. Les gens ne veulent plus rien savoir. Il n'y a rien qui colle avec Frank. Frank avait ça à dire. On a actuellement un monde qui a changé avec Donald Trump. Il y a des tarifs, il y a de l'incertitude partout au Canada. Hey! Donald Trump, là, c'est-tu un cadeau du ciel pour les politiciens? Oui. Un tapis. Puis tout ce que tu fais de croche, tu mets ça sur son dos. Oui! C'est exact. Tout ce qui se passe mal, c'est tout. Tu as juste dire Donald Trump, puis ça justifie tout ce que tu veux faire comme plan de marde. Oui, tu as un plombage qui tient pas, c'est Donald Trump. Chris, calme-toi les nerfs, là. Chris, arrête. Ben oui, qu'est-ce que c'est ça, là? Christophe. Tabarnache. On perd des emplois, donc il faut remplacer ces emplois-là. Puis on a 4 chantiers pour y arriver. Premier chantier, on a Hydro-Québec. On a un plan de 200 milliards pour créer des emplois et pendant la construction de la capacité et ensuite pour attirer des entreprises manufacturières au Québec. Deuxième chantier, on a demandé à tous les ministères de réduire les délais d'autorisation pour que tous les projets économiques commencent le plus vite possible. Troisième chantier, on a Investissement Québec puis la Caisse de dépôt qui doivent en faire encore plus pour aider nos entreprises à se développer au Québec. Quatrième chantier, c'est... OK, nos entreprises vont faire quoi, là? On prend de l'argent dans le bas de laine des Québécois dans la Caisse de dépôt pour aider nos entreprises. Nos entreprises, quelle entreprise? Et ils vendent à qui, ces entreprises-là? Ils sont en business avec qui, ces entreprises-là? Ben, c'est ça. Quelle entreprise? C'est quoi ces phrases creuses, là? Quelle entreprise? Et pourquoi l'argent du bas de laine des Québécois? C'est quoi cette affaire-là? Quelle entreprise? Quel produit? Quel projet? Où s'en va le produit? Où s'en va, où s'en va le stock qu'on veut vendre? Qui achète? C'est quoi concrètement? Une belle phrase creuse. OK, 200 milliards avec Hydro-Québec. On fait quoi? On fait quoi avec Hydro-Québec? On fait de l'hydrogène verte? On fait des moulins à vent sur des montagnes? Ou on fait des fucking barrages dans lesquels on est bon? C'est quoi qu'on fait, là? Mais on va doubler notre production. Bien, j'espère qu'on va doubler notre production. On aurait dû commencer avant. L'énergie, c'est le nerf de la guerre. Les Américains se cherchent du courant depuis des années, depuis l'histoire, depuis l'explosion des data centers, de paquets de projets qui demandent de l'énergie. Ils ont besoin d'énergie. Nous, supposément, on disait à tout le monde depuis qu'on est tous jeunes, nous autres, c'est nous autres qui illuminent New York. Alors qu'on a découvert à un moment donné que c'était pas si vrai que ça, là. Donc, on n'est pas là tellement. Là. Finalement, on n'est pas si un gros joueur que ça. Là. On n'en vend pas tant que ça du courant. On n'a pas de surplus tant qu'on nous... On nous avait dit ça, mais on est en surplus. On produit trop de courant. Ce courant-là va nulle part. Il faut trouver des clients. Finalement, à un moment donné, regardons, tel projet n'est pas accepté parce qu'on n'a pas de courant. Tel projet n'est pas accepté parce qu'on n'a pas de courant. Tel projet n'est pas accepté parce qu'on n'a pas de courant. Finalement, on est short de courant. Alors qu'on le dit depuis des années, bâtissez des fucking barrages. On a des rivières. Il nous en reste à défricher. Il nous en reste à faire. On a de la place en masse. Ouais, mais il faut s'entendre avec les Premières Nations. Mais entendez-vous avec des câlisses de Premières Nations? C'est boire.
Là, Donc, il parle de la Caisse de dépôt ou d'Investissement Québec? il parle de Investissement Québec et de la Caisse de dépôt. OK. Les deux. Regarde, je vais te le remettre. Tu vois. Il parle des deux, là. Tiens, check bien. Québec puis la Caisse de dépôt Ah. qui doivent en faire encore plus pour aider nos entreprises à se développer À se au Québec. développer. Quatrième chantier, c'est deux opportunités qu'on a. Le gouvernement fédéral va investir des dizaines de milliards de dollars en défense dans les minéraux critiques. On a tout ça au Québec. Il faut aller chercher notre part pour créer encore là plus d'emplois au Québec. OK, tu vas aller chercher tes minéraux critiques comment? Qui va aller chercher ça? Voilà, mais je veux savoir ça. Qui va aller chercher ça? Là, c'est nous autres. Non, c'est pas nous autres. Non, mais quand tu l'écoutes, c'est ça qu'il veut dire. Ben non, franchement. Et c'est nous autres. On va aller le chercher, ça. Ah ouais? Qui Ah, ça, c'est nous quoi? autres? C'est Quoi? qui ça, nous autres? Où? Où ça? Qui? Quand? Quoi? Oui. Quelle place? C'est quoi le stock? De quoi on parle, là? Les minéraux. C'est facile à dire. Mais un buzzword. Ah ouais. Les minéraux critiques, les minéraux qui vont nous servir pour le militaire. Et le militaire, c'est quoi l'histoire du militaire? Depuis quand que le Québec est une société de guerre? D'où ça vient, ça? D'où ça vient, ça? Ben, il semblerait que, d'après ce que j'ai pu lire aujourd'hui, il semblerait que ce gars-là, il est à la guerre pour vrai, là. OK? Si je lis, là, il dit, je le cite, là, alors que Investissement Québec vient de revoir sa politique d'investissement pour pouvoir financer des fabricants d'armes. J'ai dit ça à ma blonde le matin. Elle dit, voyons, le calice, ils ont tombé sur la tête, lui. François Legault affirme que le Québec devrait carrément se préparer à répondre par la force si jamais on l'attaquait. C'est vrai, ça, là? Y a-tu vraiment dit ça pour vrai, là? Ouais, mais ça se rend à Washington. là. Ben oui, ça sera à Washington. Ben oui, ça sera à Washington. Come on, Oui, ça se rend man. à Washington, ben oui. T'es pas en train de dire aux Québécois que tu veux nous équiper jusqu'aux dents pour se préparer à une guerre sur le terrain avec les Américains pour vrai, là? Qu'est-ce qu'il dit Non, là? non, mais Chris, on a un paranoïaque, puis on a un dangereux qui nous mène, là. Voyons donc. Sortez-les, ça presse. Il est débile, Stifi. C'est quoi cette affaire-là? On dit pas ça au monde. Je comprends que la peur et toute la patente, c'est bon pour les médias, c'est bon pour les politicos. Comment on peut recréer, juste avant l'élection, un genre de buzz COVID où les gens ont peur de mourir? Oh, Donald Trump va nous envahir. Vous êtes sérieux, là? Vous allez... Il n'y a pas personne qui croit ça, là. C'est pas vrai que ton oncle boomer croit ça, là. C'est pas vrai que ta tante ou ta mère qui a eu peur pendant la COVID et qui trouvait que François Legault il était bon, etc. C'est pas vrai qu'elle trouve ça drôle, ça, là, qu'elle trouve ça vrai, là. C'est impossible, c'est quoi pas ça, là. Il dit, ce que l'on veut, c'est surtout se défendre. Ce n'est pas utopique de penser qu'on pourrait, dans les prochaines années, avoir à se défendre. Ah non, le gars à la tête du Québec en ce moment, là, Non, il s'imagine des affaires. c'est un gars méga saucé, là. Non, il est ultra saucé. Là. Il est très, 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 très saucé. Tu sais, il y a des gens qui capotent la minute qu'un petit bobo sont hypochondriaques à mort. Lui, le gars, il a peur de tout, là. Ben, c'est style un peu complotiste, c'est bon. On est dans le complot par le sa tête. C'est exactement Voyons ce que donc. ma blonde puis moi, on s'est dit à matin de bonheur. J'ai dit, Chris, c'est invente des méga, histoires. méga complotiste, cette affaire-là, là. Pour justifier justifier des investissements de milliards de dollars pour créer une industrie que tu n'as pas besoin. On va faire à croire aux Québécois qu'on a besoin de le faire parce qu'on est sur le bord d'être envahi par les Américains. Tabarnache. Et le pire, le plus pire du pire, je sais que ça se dit pas là, le plus pire du pire, c'est que je sais qu'il y a une clientèle qui va le croire. Je sais qu'il y a une clientèle. Il a dû faire des focus group. Il a dû parler à des Québécois. Ils ont dû réunir des Québécois dans une salle. Ils ont dû avoir, à un moment donné, quelque chose. Puis que là, ils ont dit, oh yes, on a de quoi, là. Les gens ont peur. Ils ont peur de la guerre. Ils ont peur que les Américains viennent nous envahir. Yes, on a quelque chose, là. C'est pas vrai que le Québec... Ben d'abord, on n'a pas de compagnie d'armes. Ouais, mais on a Bombardier. Bombardier, ils font des jets d'affaires, là. Oui. Ils font des jets d'affaires, je veux dire.
General Dynamics qu'on a ici dans la région de Québec et dans la région de Montréal qui font des munitions, c'est une compagnie américaine. Là. McDonnell Douglas, c'est une compagnie américaine. Oui, Textron, Bell, hélicoptère, Textron, c'est Textron, c'est énorme. C'est un conglomérat qui est énorme. Ils ont à peu près 50 000 produits, dont entre autres Bell Hélicoptère. Ça, c'est américain, là. Ben oui, c'est américain. Allez voir cette compagnie-là, vous allez voir tout ce qu'ils font, là. À partir des sprinklers, des équipements de golf, aller jusqu'à des hélicoptères pour aller faire la guerre. Là. Mais ça, c'est américain. Mais de quoi ils parlent concrètement? Fabriquer des guns, des usines, fabriquer des armes? Ben, s'il veut avoir de quoi, c'est peut-être de fabriquer des drones. OK, des drones. On a peut-être une compagnie quelque part qui va faire des drones flottants, genre style Wells, pas tant de choses, là. On pourrait faire des drones avec, je sais pas, on pourrait avoir une compagnie un peu comme la compagnie qui fait faire des skidoo électriques. Là. On pourrait créer de quoi pour être certain qu'on perd 2-3 milliards là-dedans. Là. Facile à créer. Là. Tu fais une usine à Mirabel, tu mets du monde dedans, tu mets du stock en bourse. 3 ans plus tard, il n'y a plus une job dans le building. Tout le monde s'est fait laver puis le gouvernement a perdu 3 milliards. On sait comment ça marche. Là. On sait comment ça marche, mais... Donc, on va construire des bateaux. Des bateaux pour aller où? Je sais pas. Christophe, j'essaie de trouver qu'est-ce qu'on va faire. Et est-ce que cette industrie-là existe? Est-ce que les usines existent? Moi, je pense qu'on est dans le mirage. Là. Je pense que le gars, il raconte n'importe quoi. Là. Je pense que c'est improvisé à mort, cette affaire-là. Là. Ça, c'est fait à partir d'un focus group. C'est fait. Il n'y a rien là-dedans. C'est basé sur absolument rien. Il n'y a aucun fond à cette affaire-là. Là. C'est vide. Mais il y a des Québécois vont construire des sous-marins. Oui, mais les sous-marins vont aller où? Je sais pas. Je comprends pas. Je sais pas. OK, une fois rendu... Pour transporter de la drogue. Oui, mais c'est boire. On va y vendre aux Colombiens puis aux Vénézuéliens. Aux Vénézuéliens, surtout qu'ils en ont besoin. Oui, d'autres, ils en ont besoin. Ils font sauter. Oui. Mais c'est quoi cette affaire? Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est du collage de mots. Là. Oui, c'est du collage de buzzwords. C'est juste de la merde. Si tu vas plus en profondeur, il n'y a aucune piste de concrète. Tu ne pourras pas t'arriver pour dire oui, il y a une usine à telle place qui va faire telle chose. Il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça. Voulez-vous que je vous dise? Le gars, il raconte n'importe quoi. Puis, peut-être pas dans ce vidéo-là, mais il a fait une intervention. Il a parlé de comment le Québec allait s'organiser dans le futur. Et il y a du monde qui sont en crise, là. OK? Parce que François Legault parle de patente de guerre, parle de centres de données. Là, d'un coup, les centres de données, ça devient la mode. Là. Oh, les centres de données, il n'y a pas longtemps. Puis là, en passant, la SAQ Click, là, si on avait eu nos propres centres de données là, avec nos entreprises québécoises, on n'aurait pas eu de problème. Qu'est-ce que tu dis là, toi, Chris? Ça aussi, c'est n'importe quoi. Là. Aucun rapport. Alors, premièrement, des centres de données, ça, on en parlera dans un autre bloc avec Alex. Je ne sais pas si ça va être aujourd'hui ou demain, mais on va parler de ça avec Alex, à savoir... Les centres de données, mettons, vous ne prenez pas le centre de données avec lequel vous faites affaire. Prenez un centre de données québécois qu'on ne connaît pas. Là. Et quand vous allez mettre vos données, vous allez mettre vos données là, mais vous allez être limité dans le type d'outils que vous aurez pour opérer votre patente. C'est ça qui est la force de Amazon. C'est ça la force de Microsoft. C'est ça la force de Google. Ils ne sont pas dominants pour rien. Là. C'est pas parce qu'ils ont mis des serveurs quelque part dans une bâtisse réfrigérée que ça se fait de même par magie. Là. Non, c'est parce qu'ils ont développé les applications qui vont te servir à te servir de tes choses. C'est ça la force de ces gens-là. Tu ne peux pas créer ça de même. Là. Tu ne peux pas créer un concurrent québécois à Amazon et à Microsoft de même. Là. Ça prend des milliards développer ça. Là. Peut-être que c'est faisable. Mais bonne chance. Vous êtes contre les meilleurs du monde. Là. Hey, on a choisi il y a longtemps qu'on ne croyait pas à ça. Donc là, on est en rattrapage. Bien, bonne chance. Vous êtes en retard, pas mal. Mais dans la vraie vie, c'est quoi le nerf de la guerre de l'économie? C'est nos ressources, c'est un paquet d'affaires de même, l'aéronautique un peu, tout.
Beaucoup le bois, beaucoup l'aluminium, beaucoup, c'est des choses de même, là. Le bois, le bois. Mais là, François Legault, il est en train de dire que là, on va fermer des villages, puis on va prendre les 30 000 emplois, parce que lui, il dit que actuellement, dans le Québec, on a 60 000 personnes qui travaillent dans le bois, qui coupent du bois, puis qui font des 2x4 puis des patentes. Oui. Donc, ça veut dire les bûcherons et les gens dans les moulins, puis les boys et les filles qui transportent tout le stock à partir des régions qui produisent le bois puis qui l'amènent vers les grands centres. Mettons, chez Goodfellows à Montréal, là, pas loin de la 15. Puis après ça part vers les États-Unis. Mais là, actuellement, avec les tarifs qu'on avait déjà et les tarifs qui ont été ajoutés, il semblerait qu'on va perdre 30 000 jobs dans le milieu du bois sur 60 000. Ça, on en avait parlé à Radio Pirate il y a plusieurs semaines. Exact. Donc là, ces jobs-là sont où, là? Sont-tu à Montréal? Sont-tu à Québec? Sont-tu à Sherbrooke? Non. Non, ils sont à Saint-Damien, ils sont à Latuc, ils sont voilà, ils sont là. Voilà. C'est là qu'ils sont. C'est des jobs essentiels dans des petites villes et des villages du Québec que si le moulin ferme et que le bois n'arrive plus, le village ferme. Mais lui, il dit, il n'y a pas de problème. On a besoin de monde là, pour travailler dans les nouveaux projets d'Hydro-Québec. On va prendre ce monde-là, là, on va les reformer, puis ils vont venir travailler avec nous. On sait très bien que ça ne marche pas de même. Ça me rappelle la phrase de Biden quand il avait fermé le projet de Keystone XL. Puis il avait dit aux gens qui faisaient de la... Tu sais, qui s'occupaient de monter les tuyaux puis de souder toute la patente. Ben oui, mais vous allez maintenant travailler dans des projets pour monter des panneaux solaires. Ça n'a pas rapport. Il veut dire, le gars, il n'est pas formé pour faire ça. Là. Le gars, c'est un soudeur. C'est un fucking soudeur. Là. Il ne peut pas faire d'autre chose que ça. Là. Il est rendu à 58 ans. Il n'apprendra pas à aller travailler sur une patente qu'il ne connaît pas, là, une nouvelle technologie qu'il n'a jamais vue de sa vie. Là. C'est peut-être son fils, oui, mais pas lui. Enfin! Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. Donc, je vous lis un peu ce qui se passe. Il dit, les gens du secteur du bois nous disent, ça, je prends ça dans la presse, c'est Charles Le Cavalier qui a fait un texte là-dessus. Il dit, ce qu'ils veulent, ce que François Legault veut, c'est des centaines de Val-Jalbert. Val-Jalbert, ça existe, là. Val-Jalbert, c'est un village de bois. C'est un village avec une scierie. Et il y avait, dans le coin de Val-Jalbert, il y avait une superbe belle rivière. La rivière faisait qu'avec le courant, il y avait une roue qui tournait. La roue tournait, puis la roue produisait de l'électricité. Puis avec l'électricité, il y avait à côté, sur la place qui faisait l'électricité, il y avait un moulin à bois. Et à un moment donné, Val-Jalbert a fermé parce qu'ils ont perdu des contrats. Puis il y a eu telle affaire. Donc, Val-Jalbert est devenu un genre de symbole. Puis les gens vont visiter Val-Jalbert parce qu'il y a une ville, là, où il y a eu du monde, puis qui n'existe plus. Mais tout est comme parti, puis tout était là. Tu comprends? La ville a été créée en 1901 avec un moulin à pâte. C'est ça. En plein ça. Donc, il dit, c'est ça qu'il veut créer, lui. Il dit, c'est ça sa vision. Il dit, il propose quoi? Pomper les ressources des régions et envoyer le courant à Montréal et aux États-Unis. Au bout du fil, Yannick Baillargeon est en sacrement. Le préfet de la MRC du domaine du Roi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et président de l'Alliance de la forêt boréale, l'a pris de travers, comme bien des élus de la région, en lisant la presse, quand François Legault a dit que l'industrie forestière allait perdre 30 000 emplois sur 60 000, en raison des tarifs imposés par la Maison-Blanche. Donc, ils ont baissé les bras, là. Au lieu de dire, t'as peu, on va mettre notre orgueil de côté, on va arrêter de jouer au cave, là. On va aller négocier au plus sacrant, comme tous les autres pays du monde ont fait en passant. Le dernier pays qui le fait bien, c'est le Canada. Là. On met de la pression sur Ottawa, on met de la pression sur Carney, parce qu'on a des jobs en jeu. On va dire, là, c'est le temps de s'occuper de nos travailleurs. C'est le temps d'arrêter de jouer à El Boza, parce que là, en ce moment, on a des politiciens qui jouent avec l'histoire des tarifs. Ils ne veulent pas régler parce que ça fait leur affaire. Ils peuvent passer leur agenda,
Ils peuvent mettre tous leurs problèmes sur le dos de Trump. Ils utilisent cette patente-là à leur avantage et ils ont tout intérêt à ce que ça traîne pendant des mois, sinon des années. Alors que tous les pays du monde sont en train de s'entendre. Encore un matin, l'Inde est en train de finaliser avec les États-Unis. La Chine, il y a encore des histoires qui se négocient sur plein d'affaires. C'est arrivé encore au cours de la nuit. Ça ne l'arrête pas, là. La seule gang de voyous qui ne veulent rien savoir, qui jouent aux victimes, mais qui servent de ça, par exemple, c'est le Canada, là. Et le Québec, Legault est dans patente. Legault est avec Carney, là. Legault est dans le plan de match à Carney, pas à peu près, là. Ça fait leur affaire. Donc, Legault dit, bon, on avait 60 000 jobs dans le bois, il va falloir apprendre à plus de faire de coupe de bois. Donc là, ça les... Tu comprends que l'histoire du caribou, les patentes de ci, les patentes... Oh yes! Je peux m'en laver les mains. Je voulais plus qu'on coupe de bois comme avant. Je vais mettre ça sur le dos à Trump, puis ça règle la patente. Oh, c'est pas de notre faute si l'industrie du bois est morte maintenant au Québec. C'est vraiment de la faute à Trump. Alors qu'il essaye de la tuer depuis au moins 20 ans, là. Bien là, maintenant, ils ont la personne sur qui ils peuvent mettre la faute, c'est Trump. Très facile. Pour les travailleurs forestiers qui perdent leur emploi, il y aura des chantiers au Saguenay, sur la Côte-Nord, en Abitibi, en Estrie, dans le Bas-Saint-Laurent, a énuméré le premier ministre qui souhaite que ces personnes puissent se requalifier. À terme, Hydro-Québec mettra à l'ouvrage 35 000 personnes de plus par année en moyenne, mais dès 2026, ce sera 23 500 travailleurs de plus, a plaidé François Legault. Donc, je vais vous lire le reste de ce que le gars dit. Il dit, M. Baillargeon se montre sceptique quant à cette proposition. C'est complètement débile, nous dit M. Baillargeon. Complètement débile. Pour lui, les chantiers d'Hydro-Québec sont temporaires et François Legault ne semble pas comprendre que les communautés vont crever avec la fermeture des moulins. Durant la journée, il n'a pas été capable de parler à un seul député de la coalition Avenir Québec de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ni au nouveau ministre régional Éric Girard, pourtant responsable du développement économique régional. On n'a pas eu de contact avec eux autres, à rien. Il affirme que la déclaration de François Legault n'est pas passée inaperçue ni pour l'industrie, ni pour les communautés, et il craint la panique et envisage la fermeture de dizaines de communautés à travers le Québec, des villages fantômes comme celui de Val-Jalbert. C'est aussi ce que sent le président de la Fédération québécoise des municipalités, Jacques Demers. Il n'en revient pas que le premier ministre annonce au centre-ville de Montréal la perte potentielle de 30 000 emplois en région. Il s'agit ni plus ni moins d'une véritable catastrophe pour 200 communautés forestières qui va provoquer des véritables drames humains pour les travailleurs et les familles. Et j'en reviens pas que ça a été annoncé de même. J'en reviens pas que ça a été fait en couillon de même. Ça a été fait en couillon. Oh, c'est pas grave. Les gens vont perdre des jobs, puis ils vont se retrouver une place. On va les engager une couple d'années là, pour faire des projets d'Hydro-Québec. C'est n'importe quoi. M. Demers demande au premier ministre de faire une tournée d'urgence en région. Il croit que beaucoup de villages vont tout simplement devoir fermer si leur usine dépose le bilan. Une fois que tu enlèves le cœur, pourquoi le reste reste là? Le gouvernement Legault s'est déjà chamaillé. C'est parti là-dessus. Mais c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Legault, là, il a une seule idée en tête. Legault a une seule patente en tête. C'est se faire élire. Il est prêt à n'importe quoi. Il est prêt à raconter n'importe quoi. Legault est en mode Northvolt, là. Legault, il va... Je ne sais pas si on a déjà eu quelqu'un qui a scrappé le Québec de même en 7 ans. Je ne sais pas si dans l'histoire... En tout cas, dans l'histoire récente, je n'ai pas de souvenir. On a eu des mauvais gouvernements. On a eu des partis politiques qui ont été très mauvais pendant qu'ils étaient au pouvoir. Mais je ne pense pas qu'on a eu... Legault a le syndrome. Là. Puis le problème, c'est qu'il y a le syndrome... il y a le syndrome fort. Là. Le syndrome très, très fort. Alors, lui, lui, il se voit en guerre. Il faut tout faire. Là. L'occupation du territoire, c'est fini, ça? Oui. Ah, OK. Oh, oui, c'est fini, ça. Legault nous sortait des patentes là, de mettre de l'Internet un peu partout au Québec parce que, il faut aller rejoindre tous les gens partout au Québec. Il faut s'unir. Là, c'est plus ça bien, bien. Ça c'est fini, ça? OK. Ben, tu as 200 villages qui dépendent du bois. Là. Legault n'est pas suivable. Legault, c'est une girouette. Legault, c'est un bonhomme.
C'est un bonhomme déconnecté qui pense qu'il était à la mode. Là. Carrément ça. C'est ça, le goût. Là. Carrément ça. Non, l'histoire de la guerre, je sais Ah, pas faut d'où que ça vient, finisse, là. Non, mais l'histoire de la guerre, ça, c'est... Il nous reste 1 an avec ce gars-là. Il faut qu'il décolle au plus Christ. Ben, il faudrait pas qu'il reste 1 an là. Ben, il est là. Il faudrait que ce gars-là calisse son camp là. Ben, là. il Il peut est en pas, train de faire des dommages terribles. Non, il est là pour 1 an encore. Puis comment ça que Legault et Ford sont pas en train de mettre de la pression sur... Comment ça que ça a l'air à faire leur affaire, l'histoire des tarifs? Expliquez-moi ça, là. Ford joue avec l'industrie des chars, là. Il ne restera plus rien de ça, là. Hey, je regardais le nombre de voitures vendues dans le monde au mois de septembre. Bon, section des hybrides, régulières, puis électriques. Les Chinois sont là pour vrai, là. Ben oui, les Chinois sont là, certains. Tu sais, à part Tesla qui est dominant, le reste, c'est pas mal les... Donc, il va rester quoi dans l'industrie automobile, tantôt, là? Il va rester... Là, on sait que Nissan est dans la marde. Donc, Nissan ne passera pas à travers. Il y a peut-être 1 ou 2 Allemands sur, quoi, sont 3-4, eux autres? Là? 1 ou 2 que tu n'offres pas. Dont Volkswagen, qui était la plus grande compagnie du monde, il y a quoi, 5-6 ans? Là, maintenant, qui est en train de mourir. BMW, qu'est-ce que BMW a annoncé hier? Ils ont annoncé qu'ils allaient reprendre les concessions probablement à travers le monde. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire que des vitrines. Ça va être exactement comme Tesla. Vous allez magasiner vos autos en ligne. C'est ça. Et vous allez avoir du service au garage. Vous allez pouvoir aller voir un vendeur qui n'est même pas payé à commission qui est là. Exactement le modèle de Tesla. La raison, c'est que il y a moins de frais et que finalement, dans le prix de la voiture, vous allez avoir probablement une possibilité d'aller chercher un 2000, 2500 par voiture. C'est ce que ça coûte avoir tout le réseau des concessionnaires, là, par char. Donc, les autres disent, on veut concurrencer les Chinois, si on veut concurrencer ici, il faut changer notre modèle complètement. Donc là, ils sont pognés avec le vieux modèle. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que Honda va pas bien. Là. Honda, ça va pas bien. Ils viennent d'annoncer des chiffres affreux, Honda. Là. Honda va pas bien. Là. Puis ils viennent d'annoncer que les prochaines années vont être très, très, très difficiles. Ils ont baissé toutes leurs projections de vente. Là. Est-ce que Stellantis va passer à travers? Pas sûr de ça, bon tout. Là. Il va rester qui? Il va rester GM, il va rester Ford, il va rester les Coréens, il va rester Toyota, il va rester Subaru, qui est un petit joueur. Mais je veux dire, il y a peut-être la moitié des constructeurs qui, d'ici 10 ans, risquent de disparaître. Là. Surtout si les Canadiens et les Européens ont soif de chars chinois. On va accentuer la fin. Donc, l'Ontario est en train de crever, ça, je veux dire. L'Ontario est en train de crever. C'est bâti sur l'industrie automobile. Le sud de l'Ontario est bâti sur le secteur automobile. Nous autres, on est bâti sur les ressources. On est bâti sur un paquet d'affaires qui dépendent de l'économie américaine. L'économie du Québec dépend absolument de l'économie américaine. Et là, on essaie de se faire à quoi? Avec Ford et avec Legault, que tout ça est réalisable sans problème. On a juste à prendre de l'argent du monde et mettre ça dans les... On va acheter des patentes vite, on va partir des mines. Partir des mines? À chaque fois que quelqu'un veut partir une mine, il y a une manifestation d'un bar. Soit c'est pas les Premières Nations, c'est l'autre qui a un chalet pas loin qui veut pas se faire écœurer. Tu partiras pas de mine. Chaque fois qu'il y a un projet de mine, il y a du monde qui sort avec des pancartes. Il n'y aura pas de mine. Ah oui, on a des matériaux là, spéciaux pour le militaire qu'on a besoin pour se défendre contre les Américains. On va tout sortir ça. Tu ne sortiras rien de là, là. Donc, il va rester quoi? Il ne restera pas grand-chose. Tu sais, ces gens-là peuvent nous amener vers une destruction totale si on n'est pas plus allumé. Ford, il ne faut pas le suivre. Lui, le bonhomme au Québec, il ne faut pas le suivre. Là. Legault, il ne faut pas suivre ça. Il ne faut pas suivre Carney non plus. Ces gens-là sont en train de nous amener dans le mur juste parce qu'ils sont orgueilleux, alors que le reste du monde est en train de négocier avec Trump. Mais eux autres, ils jouent à je ne sais pas trop quoi, ils veulent jouer au tough, ils veulent profiter de l'amour des Canadiens pour leur pays, l'amour des Québécois pour maintenant le Canada. On ne sait plus trop, mais c'est pas ça que ça prend, là. C'est soit une entente d'intégration économique le plus rapidement possible et de l'armée, etc., ou une négociation totale avec et accepter ce qu'on a comme tarif à travers le monde en ce moment. Ça semble être 15 % pour tout le monde. Là. Ça semble être ça la norme.
Est-ce qu'on est capable de tirer notre épingle du jeu à 15 % le Canada avec la devise et tout ce qu'on a? Peut-être. Mais beaucoup de gens doutent. Ben, si on doute qu'on n'est pas capable de signer 15 % comme tous les pays du monde signent, puis que nous autres, à 15 % on est morts, puis que la rentabilité de nos entreprises et toutes nos exportations sont en train de tomber à l'eau si jamais on n'est pas capable de dealer à 15, bien, il faut prendre les gens qu'il y a là, il faut les sacrer dehors, et il faut mettre quelqu'un qui va aller négocier avec l'administration américaine, qui va aller à la Maison-Blanche, mais qui va négocier l'intégration totale du Canada, du Québec, avec les États-Unis d'Amérique. Vous allez avoir votre drapeau, vous allez avoir vos athlètes aux Olympiques, vous allez avoir toute la patente qu'il faut, là. Mais vous allez avoir $1 US. Vous allez avoir un passeport qui est avec 2 drapeaux dessus. Vous allez pas avoir des fast-beds quand vous revenez au Canada puis qu'ils vont vous demander si vous avez amené des T-shirts ou de la bière. Là. Vous allez avoir une armée qui va avoir l'air d'une armée aussi. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui rentre par le nord, il y a du monde qui vont les arrêter. Là. Donc, ça, c'est au choix. Mais si vous voulez pas négocier, ça, c'est sûr que c'est le pire. Si Legault ne négocie rien, c'est sûr que c'est le pire des scénarios, là. Lui, il nous amène à la faillite directe. Si on négocie 15 %, beaucoup sont très sceptiques qu'on est capable de passer à travers avec un tarif de 15 %. Certains pensent que oui. Bon, regarde, s'il y en a qui veulent prendre le challenge, why not? Mais celui qui va fonctionner à tout coup, qui est sûr de fonctionner, c'est intégration économique totale. Un genre de Royaume-Uni, un genre de Grande-Bretagne. Genre c'est ça. Donc, on serait... D'Écosse dans le Royaume-Uni. Exact. L'Irlande, etc. Toutes ces patentes-là. L'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord. L'Irlande, c'est un pays à part. L'Irlande du Nord. C'est ça. J'ai toujours l'Irlande, mais c'est l'Irlande du Nord. Mais c'est l'affaire du 15 %. C'est-à-dire, moi, je suis pas économiste, là. Mais c'est sûr que, on s'en était parlé hier. Vivre plus humblement, vivre plus pauvre. Tu vis pareil, là, mais t'es pauvre. C'est un taux de chômage à 9, 10 %, 11 % chronique. Oui. Ton économie est déjà complètement arrêtée depuis 10 ans. Là. Tu ne peux plus sortir de ton pays parce que tu n'as pas les moyens de le faire, parce que la pièce est à 50 cents. Ben oui. Donc, ça veut dire... il y en a qui n'ont aucune misère à vivre dans la décroissance. Moi, j'ai pas ça dedans de moi. Moi, j'ai bien des affaires que je suis capable d'endurer, mais je ne suis pas capable d'endurer la décroissance. C'est quelque chose que je ne suis pas capable de vivre. La décroissance, moi, si tu me dis demain, ça va être plus dur qu'hier, ça, c'est en l'envers de ma philosophie. Je ne peux pas entendre ça. Je ne peux pas dealer avec ça. Je ne peux pas être avec des losers. Quelqu'un qui accepte ça, c'est un fucking loser. Là. Ça, c'est... J'ai une équipe de la Ligue nationale, mais je joue puis je ne ferai jamais les playoffs. C'est ça. Ben, moi, ça me tente zéro. Là. Si tu me dis pas... Si j'ai pas le feeling quelque part qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on aille à la grosse game puis que je fasse une parade avec le trophée, dis-moi-le tout de suite, m'a crissé mon camp. Là. Tu fais semblant que c'est possible, mais en réalité, tu ne sauras jamais. Exact. François Legault, là, sérieux, là. Ce gars-là doit partir. Ce gars-là doit partir au plus sacrement. Il veut faire la guerre avec les États-Unis. Pensez à ça une seconde. Il veut faire la guerre avec les États-Unis. Wow! I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. Radiopirate.com. Oh. Il y a une petite boîte. Est-ce que t'avais d'autres, mon ami Jerry? Tu sais, la dame, je sais que vous l'avez vu passer, ça a sorti la semaine passée, mais moi, j'ai adoré le tweet d'Adrien Pouliot. La dame qui s'appelle Claire Trottier, elle qui est... C'était dans mes sujets, Claire Trottier. Ben oui. C'était? Elle est multimillionnaire. Elle est millionnaire comment? C'est de famille? C'est quoi? C'est voilà. l'héritage? Voilà. Ce que j'ai compris, ce que j'ai fouiné, c'est que elle, c'est Trottier, son nom de famille. Oui. Son père, c'est un... c'est Brian Trottier. Non, c'est Lorne Trottier. OK. C'est ça. Lorne Trottier, montréalais. Et c'est lui qui a fondé Matrox. Matrox, une compagnie de haute technologie
montréalaise. Ils ont fondé ça des années 70. Et les autres, au fil des ans, c'est de très gros matrox, là. Et au fil des ans, tu sais, des cartes graphiques, puis il était dans plein de domaines. Puis ça a été racheté par Zebra Technologies, la gang de Chicago, en 2020 ou dans ce coin-là. On dit qu'elle serait milliardaire. Oh non, oui, je pense qu'elle est milliardaire parce que je ne sais pas si monsieur, le papa, Lorne, est décédé. Je ne sais pas, là. Mais elle, c'est sûr que son père, il a fondé un empire. Là. Et l'empire a été vendu. Là. Mais Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, elle? Elle a écrit des livres. Puis elle est dans une fondation, elle est dans une genre de fondation militante, patriotique pour les riches Canadiens qui veulent payer plus d'impôts. Il y a une genre de fondation canadienne C'est donc bien cave. de gens riches. Oui, mais c'est donc bien cave. non, ça existe. C'est une vraie fondation. Là. Je mais blague c'est pas. Elle fait rien de ses journées, elle. Non, elle écrit des livres. Elle écrit des Elle livres. est au Salon du Livre. Là. Oui, mais on s'entend. Tu vas la rencontrer. Ouais, on s'entend qu'elle fait rien de ses journées. Là. Non. Elle écrit des livres parce qu'elle a trop de temps. Là. Oui. Elle ne sait pas quoi faire de ses Il y a 1 doigts, milliard là. dans le compte de banque, puis elle a 50, je sais pas, mettons qu'elle a 50 ans. Il y a 1 milliard dans le compte de banque, tu as 50 ans. OK. Ben là, Ben, ça fait 50 millions dépensés par année. c'est ça. Donc, elle écrit des livres. Puis elle est dans une genre d'association de poètes là, qui parlent... Mais un peu, là. Elle a 1 milliard dans le compte de banque. Non, oui. Puis Chris a fait des livres. Oui. Elle a écrit plusieurs livres. Ça ne tente pas, au lieu de croire au gouvernement. Tu sais, quand tu n'es pas assez... Ça m'a toujours intrigué, là, de voir que des parents qui ont créé des entreprises incroyables, puis qui ont probablement éduqué leurs enfants avec les meilleures écoles, puis les meilleurs ci, puis les meilleurs ça, puis que ces enfants-là n'ont rien de l'ADN de leurs parents, là, ça, c'est incroyable. Dans toutes les familles riches, quand tu regardes ça, là, tu sais, j'écoutais... Elle est dans Millionaires for Humanity. OK. Une faiseuse. Elle, si elle n'a pas son père, elle reste d'un appartement sur le plateau avec 4 chats, là. OK? J'en ai 2, moi. Ouais, elle en a 4, elle fait bien, là. OK? Oui, mais... Non, mais, tu sais, j'écoutais hier Eric Trump. J'écoutais sur différents sujets, puis, tu sais, je connais pas beaucoup Eric Trump. Puis là, j'écoutais cette entrevue-là, je me disais, il est wise, lui. OK, c'est pas un câble, lui. Tu sais, des fois, je sais pas, je les ai pas entendus. Je lis des fois sur X, je lis Junior, mais, tu sais, Eric, je le connais pas, on connaît moins un peu. Là, je l'écoute un peu, ses affaires. Puis, il m'a fait une réflexion sur un sujet que, pendant l'entrevue, je disais, OK, lui, il est wise. OK, lui est à part. Trump a réussi. Bon, je ne sais pas si la dernière est le même, mais généralement, ses enfants sont impliqués à mort et ils sont tous là. Puis ils vont probablement prendre la fortune du bonhomme puis ils vont la multiplier par 10, par 20 ou par 40. Mais le nombre de familles riches où il y a des rentiers, du monde qui servent à rien, que si jamais les parents n'étaient pas là avant, ces gens-là seraient des minables. Il y en a, c'est l'enfer. Elle fait un peu de philanthropie. J'espère. Tu sais, j'espère. Mais essaie de m'expliquer comment quelqu'un qui est allé élevé dans une famille avec un père, un génie, un génie dans son domaine, un génie d'être capable d'avoir du monde alentour de lui, puis financer la patente, faire exploser la chose, et que là, tu as une femme qui est élevée par ce père-là, puis qui bègue le gouvernement d'avoir plus d'impôts, alors que le gouvernement brûle l'argent. L'argent leur brûle dans les mains. C'est ça l'affaire. Et cet argent-là va mourir dans le gouvernement. Cet argent-là ne servira plus à rien. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi tu ne dis pas, ben moi, au lieu de donner au gouvernement, je vais être le gouvernement. Moi, je vais m'occuper là, de telle place pour la bouffe. Je vais m'occuper de telle place. Ça, c'est moi. Ou encore, au lieu d'écrire des crises de livres que personne ne va lire, je vais me partir un bureau au centre-ville de Montréal.
je vais m'intéresser à tous les petits entrepreneurs qui ont des projets comme mon père et je vais prendre des millions par année pour aider ces gens-là. Puis ultimement, si tu veux que les gouvernements aient de l'argent, bien, les entreprises que tu vas aider, mettons que tu en aides 10, il y en a une qui réussit vraiment bien, que cette compagnie-là a 3 000, 4 000, 5 000 employés. Elle a son siège social à Montréal, elle paye des impôts. Tu vas chercher des flots en difficulté dans les écoles, tu peux lui donner des cours privés pour... Il y en a des flots de familles défavorisées, mais qui ont un génie incroyable. Oui. Et tu formes ces flots-là, j'aime ton expression. Tu es le gouvernement. Oui. Tu remplaces le gouvernement. Tu vas être plus efficace que le gouvernement. OK? Supposons que cette femme-là, elle a 1 milliard dans son compte. Ça veut dire que si, mettons, elle place en mémère, elle a du 5 %, donc elle a 50 millions. Elle garde 2 millions pour vivre. OK? Il reste après impôt pour investir, supposément dans une compagnie de gestion, donc elle peut faire plein d'affaires au niveau fiscal. Elle peut avoir des dizaines et des dizaines de millions pour aider des jeunes dans leur entreprise. Elle peut créer un paquet de nouvelles petites... Elle a ce pouvoir-là. Là. Chris, trop... C'est niaiseux. Comment tu peux faire confiance au gouvernement? Tu dis, moi, je trouve que le gouvernement ne me charge pas assez d'impôts. Fille, tu peux leur donner. Tu sais, c'est ce que Adrien Pouliot a dit. Adrien Pouliot, il a dit, tu as le droit de donner au gouvernement. Il n'y a rien qui t'empêche d'en donner. Là. Il n'y a rien qui t'empêche de faire des dons au gouvernement. Il a tout cité comment ça marche. Si tu trouves que toi, tu ne payes pas assez d'impôts, tu peux en payer plus. Mais moi, je vais vous dire une affaire. Les gens intelligents que je connais, il n'y a personne qui veut payer plus d'argent au gouvernement. C'est ça. La raison, c'est vous pourquoi? Ils veulent la garder pour eux autres parce que eux pensent que quand l'argent est dans leurs mains, elle va bien plus bénéficier à la société que si je le donne à un gouvernement, un gros gouvernement, un ogre, qui a besoin de tout l'argent pour faire... Qui va piger dedans puis il ne restera plus grand-chose. Ben, c'est là où l'argent va mourir. Tout le monde sait ça. L'argent va mourir. C'est un trou noir. L'argent va mourir là et il n'y a rien qui sort en productivité de ce gouvernement-là. C'est la fondation familiale, là. Elle vaut à peu près... L'argent dans leur fondation familiale, à peu près 250 millions. Ça, c'est la fondation. Mais elle, personnelle, je ne sais pas comment ils sont dans la famille, mais elle, personnelle, je ne sais pas comment elle vaut. Là. Elle vaut peut-être 1 milliard. Ils disent qu'elle est milliardaire. Bon. Mais elle peut faire... Puis moi, j'ai aimé le tweet. C'est le tweet du mois, je pense, lui d'Adrien Pouliot. Là. Il dit à l'article 118, quand tu fais ton rapport d'impôt, chez les particuliers, tu peux mettre un montant d'argent. Si tu veux en donner plus, là, tu peux le faire. À l'article 118 de ton rapport d'impôt. Tu écris un chiffre, puis tu envoies le chèque. Oui, mais l'article 118, là, c'est un test de QI. Là. C'est un autre test de QI. Si vous êtes vraiment en affaires, si vous méritez... Moi, ce que je peux voir, là, c'est que son père aurait dû la déshériter. Elle est une honte pour la famille. Parce que son père lui-même, probablement qu'il est philanthrope et qui doit être quelqu'un avec la main sur le cœur. Il veut aider les autres, etc. Mais il doit savoir, s'il a réussi en affaires, il a mis au monde quelqu'un qui écrit des fucking livres, puis qui cherche un peu, puis que le seul mouvement qu'elle a, c'est le mouvement pour payer plus d'impôts au gouvernement. On va dire de quoi? C'est une vie ratée, là. C'est carrément une vie ratée. Mais c'est un test de QI parce que le père lui-même, probablement dans son ADN, tout ce qu'il faut pour être très généreux, etc. Mais il dirait à sa fille, la dernière place où tu veux donner de l'argent pour aider les autres, c'est le gouvernement, là. Parce que le gouvernement va s'aider lui-même. Il aidera personne que toi, tu peux aider en premier. L'argent est mieux dans tes mains, est mieux dans tes fondations, est mieux dans tes affaires. C'est comme ça que tu peux aider les gens. Pas en disant, je vais continuer à m'occuper de mes chats, puis je vais écrire des livres, puis je vais tourner en rond toute la journée, puis je vais donner la job au gouvernement. Non. Travaille. Crisse les livres par la fenêtre. Trouve-toi une gardienne pour tes chats. Ouvre-toi un bureau au centre-ville.
Commence à rencontrer des gens. Implique-toi directement dans des œuvres. On a-tu des places qu'on a besoin de monde pour avoir un peu de cash, puis un peu de ci, un peu de ça? Ouais, regarde, vas-y, go. Il y a plein de gens qui sont incapables d'organiser quoi que ce soit. Donc, c'est quoi leur solution? Un peu à la Guylaine. Comment ça s'appelle, Guylaine? Guylaine Tanguay? Guylaine Gay? Ouais. Ah, ben moi, j'aime ça. Pendant la COVID, le gouvernement fait tout pour moi, puis j'ai pas à décider rien. C'est ça. Ben, c'est un peu ça, son affaire à elle. Donne-moi ton milliard. Ton milliard, là, quand je vais avoir fini avec, là, j'ai 58 ans, je te garantis qu'à 70 ans, il va valoir 50. On va aller voir des petits génies, on va aller voir des gens qui ont des plans incroyables. Tu vas changer la vie du monde pour vrai. Il y en a qui réussiront pas, il y en a qui survivront pas, mais il y en a qui vont réussir à travers. Puis ceux-là vont faire exploser tout ce que tu as fait puis qui vont enterrer ceux qui n'ont pas fonctionné. C'est ça. C'est incroyable. Mais c'est un des problèmes du Canada face aux Américains. C'est lui. Un Américain ne fait pas ça. Un Américain milliardaire n'a pas le goût du tout de donner plus d'argent au gouvernement. Il veut lui-même partir des startups. Il veut lui-même partir des projets. Il veut lui-même... Est-ce qu'Elon Musk est en train de dire « Ah, ben je fais de l'argent avec Tesla, puis gardez, chercher tout l'argent du monde que j'ai besoin. » Mais non. Il est parti SpaceX, il est parti Starlink. Là, il est en train de développer toute l'histoire des robots taxis avec Tesla. Il est en train de développer toute la patente des robots, etc. Regarde. Sinon, s'il était comme elle, il serait chez eux, en train de s'entraîner dans une salle pour ressembler au gars d'Amazon, faire un genre de concours, lequel qui est plus shapé. Non, le gars, il fait pas ça. Là. C'est lui notre problème. C'est lui la différence entre des fucking Canadiens et les Américains. Vous ne pouvez pas avoir plus... Mais je sais qu'il n'y en a pas une tonne. Je sais qu'à Montréal, il y a des gens qui ont de l'argent, ou à Toronto, il y a des gens qui ont de l'argent et qui pensent complètement l'inverse et qui diraient la même chose qu'on est en train de vous dire. Mais il y a beaucoup de monde chez les Canadiens qui, au Canada, qui pensent de même. Pensent que la solution passe par le tous nos problèmes, c'est le fucking gouvernement. Oh. Il y a une petite boîte. Radiopirate.com. Every hour. Juste du bon stock. Radiopirate.com. Get pirate or get out. Bitcoin. Joe Hamel. Yes, sir. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. OK, pour les gens sur le Prime et sur le live, aujourd'hui, on a un bout de Joe, un bon 20 minutes facile, même plus, sur tout ce qui s'est passé dans les dernières heures avec François Legault, qu'on vous a parlé dans un bout également tantôt. Donc, on va voir ce que Joe en pense. Et demain, 1h10 total, le podcast au complet, demain matin, première heure pour les gens sur le Prime, le premier podcast que vous avez demain, c'est Joe. OK? On y va, let's go, let's do it. Hey, là, je veux te parler de... Il faut que tu m'éclaires, OK? Il faut que tu m'éclaires. Moi, j'ai essayé d'en parler un peu avec Jerry, là, mais ça dépasse l'entendement puis ça dépasse ma compréhension. Je suis peut-être un peu trop basique. Là, j'essaie de comprendre toute la mise en scène de François Legault avec l'économie. François Legault, de ce que je comprends, là, je regarde les sondages, c'est un gars qui est pas mal illégitime. C'est un gars que les Québécois ne veulent plus avoir. Même les gens qui ont voté pour lui ne veulent plus l'avoir. On regarde, ça passe très, très vite. On s'en va vers l'élection dans à peu près 10 mois, 11 mois. La campagne électorale va commencer probablement juste à la fin de l'été l'année prochaine. Donc, ça va passer assez vite, merci. Là, il essaie de faire ça avant de partir. C'est peut-être un dernier coup. Mon feeling, c'est que, entre autres, sur l'histoire de l'armée, parce qu'il y a l'air de vouloir jouer avec ça, l'histoire de l'armée, qu'on doit s'équiper, qu'on doit produire de l'équipement, qu'on doit investir là-dedans. On parle de milliards. Il y a une liste qui vient de sortir. On parle de projets entre 11 et 16 milliards, Jerry, que j'ai vu? Il y a beaucoup de milliards. Puis là, ça dit, le cœur de ça, c'est, on doit s'équiper parce que c'est imminent maintenant qu'on risque d'être attaqué dans le futur. Ils disent au moins 11 milliards. Au moins 11 milliards. On parle de beaucoup d'argent, là. Énormément d'argent. C'est une dérape terrible. Qui va nous... Moi, je pense que c'est les Américains, mais est-ce que toi, tu penses qu'ils pensent que c'est les Américains qui vont nous attaquer? Qui nous attaquerait? C'est à ça qu'il laisse sous-entendre. Sérieux, c'est à se demander si François Legault va bien, là. L'annonce d'hier, c'est démentiel. Premièrement, tire de tous les côtés.
une histoire de centre de données qu'on va parler après là-dedans. Là. Et sort ça complètement du champ gauche, là, cette annonce-là. Vraiment, il y avait beaucoup d'absents dans cette conférence de presse-là. On dirait que de plus en plus, les gens ne veulent pas se faire voir avec François Legault, premier ministre en fin de régime, là, qui est de plus en plus autoritaire, puis s'accroche, n'a plus la légitimité vraiment de lancer le Québec sur des espèces de projets générationnels risqués. S'il y a une élection aujourd'hui, il y a 0 député. Ah non, il y a 0 député. C'est ça, on sent un peu que vers où ça s'en va. L'espèce de politique de terre brûlée, d'être all-in dans des orientations. Et commençons avec l'histoire de l'angle militaire. Il y avait eu un pivot, rappelle-toi, il y a une couple de mois avec, vraiment c'était avec l'Europe. Donc, il faut armer l'Europe, il faut les métaux critiques pour armer l'Europe contre la Russie. Là, laisse sous-entendre qu'on va être attaqué sur le sol québécois. Oui. À mots ouverts, on parle un peu ce qu'il veut. En fait, il veut faire peur aux boomers qu'éventuellement, Trump est tellement fou que le Québec va être envahi par les Américains. Ce qui est drôle, par contre, c'est que dans son plan d'investissement, dont les grandes lignes sont publiées ce matin par Thomas Gerbet de Radio-Canada, il y a des compagnies qui sont mentionnées. Il y a quand même General Dynamics, Eru DevTech puis L3 Harris, qui sont des compagnies américaines. Donc, on va s'armer avec des compagnies américaines pour se protéger d'une éventuelle future attaque des Américains. Oui. T'oublies Textron? Textron, puis Textron qui est Bel hélicoptère. Puis qui est aussi, c'est ça? C'est pas la même compagnie que Pratt & Whitney, ça? Je pense que oui. Ouais, c'est un consortium incroyable. Anyway, premièrement, sur la base, il aurait dû avoir un time-out. Monsieur Legault, un instant, êtes-vous en train de faire allusion que les Américains vont attaquer le Québec, qui est une province du Canada, un pays membre fondateur de l'OTAN. Donc, il y avait combien là? Il y avait combien de journalistes à cette conférence-là, d'après toi? Il y avait certainement une dizaine de journalistes. Sérieux, c'est sans précédent comme déclaration, là. Moi, j'ai jamais entendu ça de ma vie, là. Puis là, en ce moment, y a-tu un scandale quelque part? C'est-tu la nouvelle mur à mur? Le Québec risque d'être attaqué par les Américains. J'ai pas de TV sur des postes québécois en ce moment. D'ailleurs, ça a été l'article que j'ai mentionné, parce que l'article du Journal de Montréal qui a couvert cette déclaration-là, il y a plusieurs sujets. Là. Il y a l'histoire des data centers, il y a l'histoire d'ailleurs, il y a un parallèle avec SACLEC qui est complètement cinglé. Il y a beaucoup de segments de l'article qui a été enlevé depuis hier. Parce que moi, j'ai mis des screenshots de cet article-là qui était complètement folle dans notre groupe et aussi sur Twitter. Et ce qui arrive souvent, c'est que là, ils se font ridiculiser sur les médias sociaux. Puis là, le cabinet du PM appelle Québécois, comme il appelle à la presse. Des fois, le titre change, puis le contenu de l'article change. Ça arrive, ça, là. Ah, puis la désinformation passant, c'est ces médias sociaux, c'est pas sur les médias de masse. Ben oui. Parce qu'avant, ils ne pouvaient pas le faire. Non, avant, c'était publié. Une fois que c'était publié à minuit, oublie ça, il n'y avait plus rien à faire. Mais là, maintenant, c'est pas un angle du journaliste qui a mal compris, c'était des citations de Legault textuelles. Là. Oui. C'est juste ça, il y a de la misère à importer. Regarde, l'histoire de l'invasion, il dit textuellement. Il dit, et face à la menace du nouveau contexte mondial, M. Legault est convaincu que sa recette permettra au Québec de s'en sortir. Le monde a changé. Les gens ne le réalisent pas, mais je pense qu'on va revenir au monde avant Trump 2.0. Et là, ça, c'est une admission quand même vraiment importante, là. Il a dit il a dit dans sa tête tout haut, ce que tout le monde sait dans ces milieux, dans ces cercles-là. C'est les États-Unis ont traversé le Rubicon sur les relations commerciales et ils vont pas revenir en arrière. Puis les démocrates, par la suite, là, ce qui a été initié au niveau des relations commerciales, des tarifs, ce sera peut-être pas exactement la même chose, mais je pense que la tangente va demeurer la même. Comme ça s'est fait rappelle-toi, avec Biden, avec la Chine. Quand Biden a pris le pouvoir, ils ont poursuivi exactement la même stratégie que la Chine qui avait été qui avait été lancée avec Trump. Et là, lui, il dit, commence à mettre la table d'un potentiel échec de l'ELENA l'année prochaine. Il dit, quant à la levée des droits de douane et un renouvellement de l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, il ne retient pas son souffle. Les indications qu'on a, c'est que ça ne regarde pas bien. C'est toute une admission, ça, là. Oui, mais je te pose la question là-dessus. OK, parce que c'est quand même... Tu sais, il y a des textes plus tard, là, entre autres sur le bois, il y a, comme dans sa tête, c'est réglé, l'industrie du bois, c'est fini. OK? Donc, eux autres, c'est un genre de rêve qu'ils ont parce qu'il y avait de la pression au niveau environnemental, les caribous, les ci, les ça. Là. Donc, ça,
en mettant ça sur le dos de Trump, ça va régler. Mais là, il y a des gens au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça bug. Moi, je connais une tonne de monde qui sont dans le domaine forestier. Jeff, Ma famille. La forêt, c'est les 3 plus gros postes du PIB du Québec, là. C'est la production aérospatiale, parce que c'est tellement gros, tu sais, Airbus et compagnie, en termes de chiffres, le Pratt & Whitney. C'est la forêt, puis c'est les mines. Là, t'as un des plus gros contributeurs de ton PIB qui est attaqué de front, puis il rejette ça du revers de la main. Oh, on est débarrassé du journaliste puis de Greenpeace, là, c'est correct. Exact. Puis il dit, anyway, les 30 000 travailleurs qui vont perdre le job rapidement, là, on va les recycler dans les projets d'Hydro-Québec. Et aïe! Ben oui, puis de l'AI, puis des data centers quasiment. C'est n'importe quoi. Donc, l'histoire des tarifs, là, tu sais, je vois aucun... Tu sais, Legault, ça n'a pas l'air de stresser tellement. C'est comme une opportunité pour lui de dépenser notre argent, de s'endetter. Même chose pour Ford. Ford voit son industrie automobile probablement qui va diminuer de la moitié. Ça n'a pas l'air de stresser plus qu'il faut. Carney n'a pas l'air un gars qui est stressé avec ce qui se passe non plus. Mais les autres pays du monde, il n'y a pas un matin que je me lève pas puis que j'ai pas sur ma liste de ex les affaires qui se passent pendant la nuit. Là, puis je regarde, il n'y a pas « OK, ouais, on vient d'avoir un développement, ça vient d'avancer pas mal avec l'Inde. Ensuite, on vient d'avoir une entente sur tel sujet avec la Chine. » Il n'y a pas un 24 heures où il n'y a pas des ententes qui se passent. Donc, le reste du monde est en train de dealer avec Trump et les États-Unis. Ça va être probablement 15 % across the board, OK? Et ça semble pas... Tu sais, nous autres, on veut pas rien arranger, on veut pas s'asseoir, on veut pas régler. Ça semble faire leur affaire que ce soit de même. Tu peux justifier toutes les affaires que tu vas faire en disant Trump, that's it. Puis, on n'en veut pas d'entendre. Si, mettons, qu'est-ce qui arrive si ça reste de même pendant 1 an, 2 ans, avec, tu sais, peut-être juste un genre de négociation qui va tourner en rond pour l'ALENA, puis qui se passe... Qu'est-ce qui va nous arriver? De dire exactement ce qui va se passer. D'ailleurs, on commence à avoir des aperçus de deals qui se signent. D'ailleurs, hier ou avant-hier, la Suisse. La Suisse, c'était gros parce qu'il y a beaucoup de manufacturiers de produits de luxe, mais de produits de niche, au niveau notamment des instruments de mesure, au niveau du médical, au niveau de l'optique, au niveau, tu sais, les Rolex de ce monde, OK, là, mais tu sais, Nestlé, je pense. Il y a un paquet d'affaires qui sont pas un gros pays, mais il y a quand même ça a quand même un gros impact économique. Les présidents des grands consortiums de luxe étaient quand même dans le bureau à négocier avec Trump. Le président de Rolex était là que le gars de Richemont, qui est Cartier et compagnie. Et dans le fond, ils veulent arriver à un deal. Puis là, hier, je pense que ça a été annoncé, ça va être 15 %. Fait que dans le fond, c'était quoi le deal avec l'Europe, Jeff? 15 % base case. Fait que le cas de base, le prototype des ententes maintenant de commerciales avec les États-Unis, c'est 15 %. Puis le 15 % c'est quoi? Ça offset la taxe. Parce que quand tu décodes, là, depuis le début de l'histoire de la guerre commerciale, Trump, il parle toujours de la VAT en Europe, la taxe sur les produits, qui est purement locale. C'est un peu débile, là, sa réflexion. Fait que lui, ce qu'il veut, c'est offsetter la taxe que les Européens mettent sur les produits d'importation. Puis il le fait avec les tarifs de 15 %. Puis c'est pour ça que les Européens ont compris, OK, c'est le meilleur cas qu'on va avoir. On n'a pas de levier, donc on accepte. Je veux te suivre. Donc, lui, il se dit dans sa tête, eux autres, ils prennent plein de stocks de moi, puis ils chargent une taxe locale sur mon stock que j'ai produit. OK. C'est bon. C'est ça, le 15 %. Là. Puis regardez, remonter au début de la crise commerciale puis des tarifs, il en parlait d'histoire d'offset, le 15 %. Le 15 % ils sort pas de nulle part. Là. Donc, fait que, en gros, maintenant, le code base des prototypes d'entente, c'est 15 %. Donc, si tu amènes ça mettons qu'il n'y a plus d'ALENA, puis c'est 15 % de tout ce qui se fait au Canada, je vais vous annoncer quelque chose. Toute l'industrie qui était basée sur le libre-échange de l'ALENA et le spread de devises avec la CAD, le dollar canadien, toutes ces industries-là tombent. Sont soit ils break-even ou soit sont plus profitables. Fait que le Canada, en fait, Legault n'a pas tort quand il dit le monde a changé, les gens ne réalisent pas qu'on va pas revenir. En fait, je pense qu'il a raison là-dessus. C'est qu'il il n'y aura pas de retour en arrière. Le Canada, qui a été construit dans les 50 dernières années, des pans entiers d'industries qui ont été bâtis sur le dos de l'ALENA et sur une devise faible qui permettait à ces industries-là de survivre au Canada, ça n'existe plus. Est-ce que tu penses qu'ils ont en tête pour offsetter ce 15 % si jamais ils signent d'ici 1 an, de faire baisser la devise quasiment en permanence aux alentours de 60, 55 cents?
Moi, je vois pas. Il y a pas de. Je vois pas de scénario où le dollar canadien peut monter. Écoute, vraiment, ils vont de la politique de crise. Ce que tu as dit tantôt, là, pourquoi ils sont pas alarmés, ces gens-là? Tu as dit demain matin, Jeff, toi, tu perds ta moitié de tes abonnés. Ben voyons. Moi, je lève je des fais de millions quoi, par là? année auprès de souscripteurs dans nos différentes compagnies. Si j'ai 2-3 des gros fonds qui contribuent dans nos sociétés d'exploration, Non, ça si panique. je n'embarque plus, ben, premièrement, je panique, je prends mon char, je prends un vol, je m'en vais à New York. Je vais être fou pendant une semaine de temps, là. Ben, eux autres, ils sont pas comme ça. Pourquoi? Parce que ça leur donne le contexte, ça leur donne l'opportunité de mettre en avant des politiques de crise, de la gestion de crise, comme ils ont fait avec la COVID. Ça leur permet de dépenser. Ça leur permet il y a un épouvantail aussi que tout le monde voit et dans lequel les médias participent et amplifient. Donc, là, il nous dit, le danger, vous êtes littéralement le plus grand danger sur le Québec et le Canada, là. Ben oui. Le management du Québec et du Canada sont le plus gros outstanding risk sur le niveau de vie des Canadiens et des Québécois. La politique primaire du Canada, ça devrait être de défendre à tout prix les relations commerciales avec les États-Unis. Quiconque n'est pas capable de rejoindre le président dans les 10 prochaines minutes, où l'administration américaine devrait être sortie de là, là. Est-ce que tu penses qu'il y a du focus group là-dedans? Est-ce que tu penses qu'il regarde en fonction? Tu sais, mettons, l'histoire de la guerre, moi, je pense que quand on dit le chien mordu et goûter au sang, là, la peur de l'histoire COVID, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis ils l'ont appliqué au mois de mars, puis ils continuent de l'étirer. Puis là, ils embarquent l'armée là-dedans, puis ils embarquent les menaces d'invasion, puis c'est complètement sauté. C'est purement fait pour faire peur aux boomers, là. Moi, je l'entends. Ça, c'est sûr. Ah, Trump, il va nous envahir. Voyons, il va nous envahir comment, là? Il n'a même pas besoin de nous envahir. Vous cinglez, là. Oui, Trump va pas nous envahir. Mais non. Voyons donc, on sont complètement fous. Mais ça veut dire qu'il l'entend. Il fait des... Moi, mon feeling, c'est qu'il fait du focus group. Il fait du focus group avec les gens qui ont... Quand ils bâtissent le groupe pour le focus, ils prennent soit des voteurs actuels ou des anciens voteurs de la CAQ qui sont rendus au PQ. Ils réunissent dans une salle, il y en a une vingtaine, trentaine. Puis là, ils lui posent des questions, puis ils regardent la patente. Pour avoir déjà assisté à ça, j'imagine que tu l'as déjà fait, c'est assez psychédélique, là. Mais ça donne vraiment un compte-rendu, parce que, tu sais, à un moment donné, tu as un échantillonnage qui est assez gros pour te donner une bonne idée de ce qui se passe. Donc, ça, ils ont vu qu'il y avait quelque chose là. L'autre affaire... Attends une minute. Tu gouvernes avec 30 clodos d'un sous-sol d'un gymnase, oui, tu veux savoir que les 30 clowns qui sont là, comment gouverner à la province? Le seul but, c'est d'être élu. J'annonce que c'est ça, Jerry. Là, faut arrêter d'idolâtrer ce gouvernement-là puis les gouvernements en général. Là. Ça gouverne avec des sondages sur des bas instincts de peur. On l'a vu pendant la pandémie. Ces gens-là ne visent pas la prospérité du Québec et les meilleurs outcomes potentiels. Ces gens-là visent à faire des gains politiques dans le court terme. Oui. Moi, je l'ai vécu. T'sais, ici, à Québec, on n'a pas le consulat. On a un consulat américain, mais on n'a pas Il y en a un à Montréal. La grosse gang à Ottawa. Là. À côté du Château Frontenac. Mais le consulat américain, là, ils sont venus à Radio Pirate. J'étais là. Je me rappelle. Ils voulaient rencontrer Jeff, puis jaser. Puis là, je me dis, Christophe, pourquoi ils veulent nous rencontrer? Mais là, on s'est aperçu que Calvas, que ce monde-là, il ramasse des données. Voyons. Ce monde-là, ils veulent savoir comment que nous autres, on pense. Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que les médias disent? Ils veulent tous savoir ça. Mm-hmm. Ce que Legault a dit, là, c'est ça à table à Washington, là. Le consulat, Jerry, c'est quoi? C'est les consulats et les ambassades, c'est le département d'État. Donc, c'est Marco Rubio. En fait, le boss de ça, c'est Marco Rubio. Et eux, ce qu'ils font... Rappelles-tu de ça, les... comment c'était? C'était WikiLeaks qui avait sorti ça, parce qu'eux, ils envoient ce qu'ils appellent des câbles diplomatiques. Donc, ils envoient de l'information tous les jours à Washington. C'est ça le job. Puis souvent, des affaires insignifiantes, là, sur commercial. Mais là, ce qu'ils envoient probablement aujourd'hui, dans les dernières semaines, c'est... probablement, ils ont probablement envoyé le Ford,
les positions de Carney. Ah oui. Les positions, bon, ils se discutent au Québec des tarifs. Mais là, le premier ministre du Québec parle de s'armer contre une potentielle invasion des États-Unis. Et ça, c'est sûr que c'est quelque part d'un briefing. Je dis pas que Trump a ça sur son bureau, mais ça devient quand même, ça rentre quand même dans l'appareil de renseignement américain. Et normalement, il y a pas si longtemps, c'était su ça que le partenaire américain a quand même des assises de renseignement. Et non seulement ça, je vous avais compté la patente de Uber, ça s'était réglé comment? Au Québec, la crise s'était réglée comment? Oui. Quand un Couillard voulait donner une leçon à Uber, puis qui était avec Taillefer, puis voulait remplacer Uber, quand est-ce que Couillard a pogné son trou? C'est quand que le département du commerce a appelé au cabinet du premier ministre en disant « Uber, c'est un champion, nous autres, c'est une compagnie américaine, vous allez arrêter de nous fesser dessus. » Couillard a pris son trou, le projet de loi n'a pas passé, puis Uber est resté au Québec. C'est demain, ça marche. C'est bien, ça marche. C'est tout. Mais moi, mon point, je sais pas si ça peut nous nuire, mais ça, s'il y a des négociations à venir, Christophe, on a déjà une prise contre nous autres, là. On ne sera pas vus comme des amis, on va être vus comme des ennemis. Non, Sur son téléphone, Rubio, il reçoit des C'est lives. dole, là. C'est fou, raide. Oui, non, mais remonter à pas si longtemps, il y avait un consensus établi en politique québécoise canadienne que les relations avec les États-Unis devaient être maintenues à tout prix. Regarde, lisez les déclarations de René Lévesque. Mon premier partenaire, si j'ai un oui, je ferai un vol, je vais à Washington. Je ne vais pas à Paris. Le premier partenaire qui doit appuyer la souveraineté et reconnaître la souveraineté, c'est les Américains. Ah oui, voyons. C'est sûr. C'est sûr. Encore une fois, c'est assez... Même quelqu'un d'average est capable de savoir ça. Là. Le fait qu'on ait besoin de le clarifier, de le rappeler... Ça n'a aucun rapport. C'est vous démontrer à quel point on est profond dans le délire, dans l'hystérie collective. Ben, c'est sûr. C'est sûr que ça... Mais ça, pour finir la boucle, ça fait plaisir aux 30 qui sont assis dans la salle? Oui. Calvaire! Parce que lui, le seul but, le go, c'est comment je fais pour titiller ce gang-là pour que je repogne le pouvoir? Parce qu'il s'accroche, là. Sinon, il serait parti, Jerry. Ben, parce qu'il n'y a pas de... Là, il n'y a plus rien qui marche. Premièrement, ils n'ont plus de... Parce que quand les médias savent qu'il est en fin de régime, il n'y a plus vraiment d'autorité. Ben oui, il est premier ministre jusqu'à la fin de l'année prochaine, mais là, on sent qu'il n'y a plus rien qui marche. Puis, à quel point tout ça est improvisé, c'est quand même spécial. Parce que rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps, il a fait le discours d'ouverture de la session qui met normalement la table sur l'agenda législatif. Y a-tu parlé de parler, là, Jerry, de ça, là, à la rentrée politique en août? Y a-tu dit qu'il allait avoir un conflit, une guerre de front que tous les médecins du Québec? Y a-tu dit ça, lui? Après ça, y a-tu dit qu'il allait avoir un pivot à 180 degrés sur la stratégie économique, puis quelque chose qu'on n'a pas parlé encore, mais qui est quand même assez flagrant, c'est que toute l'histoire des centres de données, puis on a du monde là-dedans, là, tu connais notre chum Dodu qui suit l'industrie aux États-Unis, ils ont quand même d'informations là-dessus, puis je connais quelques joueurs là-dedans au Québec aussi. Ce qui avait été envoyé comme signal au Québec, c'est qu'il n'y en avait pas d'électricité pour les centres de données, parce que tout était pogné dans filière faillite de batterie. Fait qu'on a refusé, tu sais, Qscale, qui est comme un ancien, je pense, de Copernic à Québec, là, tu sais, un des gars de ça, un gros centre de données à Lévis, je pense, juste à Rive-Sud. Ben là, qui était d'ailleurs une annonce avec la CAQ initiale. Fait que, tu sais, les champions d'hier sont les parias d'aujourd'hui avec la CAQ, là. Ben, eux autres, on leur a dit qu'il n'y avait pas de courant. Fait qu'ils sont allés faire une annonce, ils bâtissent un centre de données en banlieue de Toronto. Puis c'est la même chose avec des projets ici qui étaient annoncés depuis longtemps. Il y a Google qui voulait 100 mégawatts dans le coin de Beauharnois. Ou Bécancour, je vais mal tout le temps ces deux affaires-là. Mais là, tout d'un coup, depuis hier, ça va c'est les AI. Puis là, ce qui est fou, c'est ce que je te disais tantôt en intro, c'est que l'article a changé. L'article qui couvrait ça du Journal de Montréal a changé parce que hier, ce que le monsieur Legault disait, il disait que c'était important d'avoir des centres de données ici pour avoir les données au Québec. Parce que, il dit, l'idée, et selon le premier ministre, une autre raison de développer l'expertise en intelligence artificielle et des centres de données, c'est le désastre numérique de SACLIC. L'idée avec c'est la citation de Legault, l'idée avec ce qui s'est passé, entre autres avec la SAQ, c'est de faire moins affaire avec des IBM, Oracle et SAP, qui sont d'ailleurs des citoyens corporatifs au Québec. Là. C'est quand même le fun que le premier ministre vous crisse en dessous du boss dans le journal. C'est incroyable. Quand j'ai lu ça, je de faire plus affaire avec des compagnies québécoises sans se faire avoir.
Donc, on regarde différents scénarios pour avoir un meilleur contrôle sur... OK, parce que les compagnies québécoises, ils fourrent jamais le gouvernement, ça. Quoi, cette affaire-là? Avant ça ne nous dérangeait pas qu'il soit aux États-Unis. Là, on aimerait mieux qu'il soit ici. Et ça, c'est du jour au lendemain. Puis d'ailleurs, le gouvernement donne quand même un contrat sans appel d'offres de, je pense, 700 millions par année à Microsoft pour toutes les licences. Là. Oui. Sérieux, ça se contredit de bord en c'est bord amateur. tout le temps. Il n'y a pas de stratégie permanente à long terme. Voilà. À la petite semaine. Ah oui, J'ai les sujets du discours du trône de Legault. La date, c'est le 30 septembre. Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps, là. Non, ça fait pas longtemps, le 30, là. OK? Lui, c'est... il y a 4 sujets dans son discours. Donc, on rouvre la session. Ça, c'est comme l'espèce de cible qu'on a là, pour les prochains mois, là. Le pouvoir d'achat des Québécois. L'efficacité de l'État. Tu sais, des fonctionnaires, être plus efficaces, telle affaire. La sécurité. Oui. Attends un peu. La sécurité, mais pas se battre contre les Américains. Là. Non, la sécurité, lutter contre les gangs organisés à Montréal. OK. Oui. OK, fine. Oui. Puis battante de laïcité pour renforcer notre identité. Là. Ah, l'histoire Des patentes d'identité québécoise. Mais il y avait dit aussi, il y avait un genre d'aveu que l'interventionnisme marchait pas avec l'échec de la filière batterie. Puis il avait dit à mot couvert qu'il fallait revoir ça. Mais là, hier, je suis résolument interventionniste, l'État au service de l'économie, double la mise, en fait, sur la même recette que la filière batterie, ce qui a permis au PQ de se présenter comme étant, genre, plus à droite que la CAQ, en disant, non, nous, c'est une sortie de PSPP, qui disait, non, ça peut plus continuer les subventions. D'ailleurs, le conservateur a été un peu en retard là-dessus, là. Il manquait un peu à POC là-dessus. On devrait, alors que ce monde-là était tout pour la filière batterie, là. C'est la seule chose que le PQ s'est objecté dans Nordvolt, c'est qu'il voulait un BAP parce qu'il était inquiet des quenouilles sur le terrain de la construction, là. Arrêtez. Oui. Oui, exact. Ton tweet est carrément target là-dessus. Là. C'était carrément ça. Là. C'était pas plus que ça. Là. Thank you, Joe Hamel, pour le Prime et le Live. Gros sujet d'aujourd'hui, François Legault et toutes les histoires un peu spéciales qu'on a eues depuis 24 heures. Plus de Joe en feu. Demain matin, pour les gens du Prime, premier podcast déposé très tôt ce matin. C'est pour vous autres seulement. Donc, si vous le voulez, si vous êtes membre, c'est pas de problème. Mais si vous n'êtes pas membre, allez vous abonner. La première semaine, elle est gratis. Allez sur radiopirate.com. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Pirate est fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Il me semble que ma musique n'est pas appropriée pour s'en aller au Mexique. Ça m'aurait pris un peu de ça reggaeton. Ouais, un peu de c'est un petit reggaeton. Ça aurait bien fait. Oui. Alain Farrand, on parlait avec Alain que j'ai rencontré lors de la sortie au Normandin il y a quelques semaines avec sa blonde. Alain était salué, donc on présentait Alain un peu. Alain, d'abord, est au Mexique. Depuis combien de temps tu es au Mexique? Depuis un bon bout? Depuis 2021, ça se peut-tu? Je suis depuis 3 ans. Okay. Je venais fréquemment là, avant, mais là, je suis depuis 3 ans. Puis juste pour pas faire de chicane, là, Valérie, c'est pas ma blonde. Non? c'est quelqu'un avec qui je travaye. Valérie Bouchard, c'est avec qui je travaille. OK, je pensais que c'était ta blonde en plus. OK, excuse-moi. Hey, je m'en excuse, pauvre elle. Regarde. Je l'ai mis en couple avec toi, mais c'est pas grave, t'as l'air d'un bon gars. Elle aurait un bon parti. Donc, Alain a travaillé 19 ans à GRC comme policier, quitté en 2017. Travaillé aussi en finance. T'as fait un livre d'affaires en 2021. Tu restes à Playa del Carmen depuis ce temps-là. On va parler de toutes sortes d'affaires. D'abord, qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce que tu es agent immobilier? C'est quoi la manière que ça fonctionne au Mexique pour... Es-tu conseiller? Qu'est-ce que tu es au juste? OK, présentement, je suis conseiller. Je suis en train de faire ma formation à l'Université de Cancun. Les gens avec qui je travaille, parce qu'on travaille en équipe, parce qu'ici, les transactions ne se font pas comme chez nous. Le time frame et tout ça, c'est pas exactement comme chez nous. Alors, je travaille avec Valérie Bouchard, qui est ici depuis environ une vingtaine d'années, et puis Adam Gauthier, qui est ici depuis une vingtaine d'années. Après ça, on a un coordonnateur qui travaille avec nous. Fait qu'on a une équipe légale en plus. OK.
pour les transactions. OK. Pour avoir connu des gens qui récemment ont fait des transactions au Mexique, effectivement, tu viens de le dire, c'est pas pantoute pareil que, mettons, chez nous aux États-Unis. C'est quoi la grosse différence? Puis que des fois, des gens qui veulent soit s'installer là ou avoir un pied à terre en hiver vont dire ben, c'est tellement compliqué d'acheter que finalement, je vais peut-être louer quelque part à la même place 6 mois par année, ils vont me trouver une place. Raconte un peu, c'est quoi le côté immobilier? Quels sont les défis pour quelqu'un qui arrive du Canada, du Québec, puis qui veut s'acheter une propriété au Mexique? Raconte un peu la différence. Bien, premièrement, il y a la langue. Ça, c'est en partant, il y a une barrière de langue. Tout ici, tout se fait en espagnol. Par contre, nous, on a des gens qui travaillent, la 3/4 des gens qui travaillent avec nous parlent espagnol, français et anglais. Oui. Fait que ça, c'est... Puis, juste pour vous donner un exemple, hier, il y a un de mes clients qui achète de l'immobilier beaucoup à Québec, puis tout ça, puis là, il s'en vient ici. Il a fait la transaction chez le notaire. Ben, il est arrivé à 10 heures le matin, ça a fini à 5 heures le soir. OK. Donc, il y a un rythme mexicain. Oui, c'est ça. Et je fais des transactions immobilières, je rentre chez le notaire, ça me prend 10 minutes. Il n'y a pas rien qui prend 10 minutes ici. Fait que si ça prend de la patience, puis il faut comprendre qu'on n'est pas chez nous, ça va au rythme des Mexicains. Exact. Oui, t'es chez eux, là. Oui. Nous autres, on a tendance à vouloir s'adapter aux cultures de tout le monde, là, mais dans les vraies places, là, tu t'adaptes à leur culture. C'est de même que ça marche. Oui, définitivement. On peut pas les stresser. Non. On peut pas arriver et dire dépêche-toi, puis ça va aller vite. Non, il n'y a rien qui fonctionne comme ça ici. Le reste, là, mettons que tu achètes une maison sur le marché qui est déjà construite, qu'il y avait quelqu'un qui restait dedans, versus tu achètes une maison sur un projet quelque part guetté qui est en construction. Est-ce que tu conseilles aux gens d'acheter quelque chose qui existe déjà ou une maison que, bon, là, tu vas acheter tel modèle, puis dans 1 an et demi, elle va être prête? Qu'est-ce qui est le plus compliqué ou le plus facile pour les gens qui veulent s'établir au Mexique, Alain? OK. Pour moi, personnellement, j'aime beaucoup faire des reventes. C'est ce qui est le moins payant pour nous autres, mais c'est vraiment ce que les gens sont capables de voir, la convention de condo, sont capables de voir l'entretien du building, sont en train de voir les choses. La prévente peut être bonne aussi. On a un projet qui s'appelle le 35 qu'on est en train de faire, c'est des Québécois, on est dans le time frame, mais aujourd'hui, le building est monté. Alors, c'est plus facile d'acheter en pré-vente quand le building est monté, puis il reste la finition à faire. Parce que les gens qui se font vendre des projets puis qui se font dire ça va être prêt dans 2 puis dans 3 ans, je m'excuse, mais ça arrive rarement. Non, c'est ça. Hein? C'est ça que je comprends. Oui, fait. Puis les gens donnent un dépôt de 20%. Le projet va être prêt dans 2, 3, 4 ans. Et puis là, l'équipe de vente du projet change. Le courtier qui t'a vendu ton affaire, il a été payé, il est plus là. C'est plus difficile. Ouais. Tu sais, ça fonctionne pas comme chez nous. Fait que la prévente, pour moi, présentement, il y a des super occasions à faire. Il y a des bons projets. Il y a des bons projets qui montent. Regarde, mon beau-frère, lui, c'est tanné. Là. Mon beau-frère, c'est un projet de maison neuve. Là. Puis là, c'est tanné. Du gars, j'ai perdu 20 000 $. Je te dis ce que c'est. J'ai perdu de l'argent. Ça finissait pas de finir. Puis là, à chaque fois qu'il allait sur place, c'était au même point que c'était 6 mois avant. Donc, il disait, OK, là, finalement, je ne verrai jamais cette maison-là. Donc, c'est pour ça que je te posais la question. Puis il y a des gens qui l'ont fait, m'ont dit, non, t'es toujours mieux d'acheter quelque chose qui existe puis qui est là puis que tu peux acheter de quelqu'un là. Donc, comme tu disais, pour toi, c'est peut-être moins payant, mais pour ton client, il va être plus content. Là. Définitivement. Puis ici, c'est une petite communauté, beaucoup de Québécois, fait que c'est des références. Oui. On veut faire... Beaucoup de gens ne savent pas comment ça fonctionne l'immobilier, ils ne savent pas que tu as besoin d'une compagnie. Tu sais, tu peux pas laisser ton immeuble pas ventilé pendant 2 mois. Ça prend quelqu'un qui va venir l'ouvrir, ça prend quelqu'un qui va venir partir des airs conditionnés. Sinon, il va se créer de la moisissure. Les gens ne savent pas ça. Ensuite, les gens ne savent pas que à la fin... quand on finit la transaction, on va chez le notaire, il y a des frais entre 7 et 9 %. Il y a des gens qui font le saut, là. Ouais. Il y a des gens qui étaient pas prêts à ça, qui se sont fait accompagner par des gens. On a omis de le dire. Tu peux pas faire ça. Hey, c'est majeur. Ouais, quand tu arrives à la fin, tu as 40-50 000 $ à donner. Non. Donc, toi, tu leur dis tout ça. Ton équipe leur dit tout ça. Regarde, vous n'aurez pas de surprise. Voici les montants qu'il faut prévoir, etc., etc., etc. Oui, parce que sinon, il est comment le marché en ce moment? Playa del Carmen, ces coins-là, là, je sais que tu as dû voir sur Internet, là, il y a une genre de campagne
anti-Mexique de la part de Québécois. Québécois, ils font toujours ça sur plein d'affaires. Là, c'est dangereux. Le cartel est rendu à Cancun, etc. Il y a du monde qui sont enterrés dans des patentes de béton. Comme si c'était des affaires qu'on ne savait pas. Là, on sait les cartels. On sait que le Mexique, les cartels sont pas mal présents, puis on sait que ça fait pas tant. Mais dans le coin que tu es, Playa del Carmen, toujours, c'est un coin que j'ai vu. Ça fait longtemps que je suis allé jouer au golf à un moment donné, il y a une vingtaine d'années. Super de coin. Est-ce que l'immobilier est en feu? Est-ce que les prix sont corrects? Explique un peu, puis en quelle devise ça se négocie? Oui, c'est ça. Si tu es en US, en peso mexicain, est-ce que tu peux choisir ta devise ou faut que tu passes par le US? Souvent, on va afficher en US parce qu'il y a quand même un gros marché américain. Par contre, on paye en peso. On veut toujours payer notre transaction en peso parce qu'on a un avantage de la pièce en peso qu'on peut gagner. Il y a des gens qui ont fait l'erreur de dire, moi, je vais prendre mon argent, ma pièce, je vais la transférer en US, je vais la transférer en peso. Non. Ça fonctionne pas, là. Non. Mais on paye en peso, mais souvent, c'est affiché en US. OK. Parce qu'il y a un gros marché américain. OK. Et il est comment le marché? Il est, par rapport au nombre de... Mettons, tu vas avoir soit un condo, une villa, même une maison peut-être à part. Mettons, je vais avoir une maison de, je sais pas moi, 2000 pieds carrés, petite terrasse en arrière. Je ne parle pas d'avoir une vue nécessairement sur l'eau. Là. Une maison correcte. Là. Une maison correcte, présentement, c'est pratiquement le même prix que les condos. Fait, on peut facilement avoir quelque chose entre 400 000 Canadiens jusqu'à 600, 700 000 Canadiens. Mm-hmm. Ici, ils mettent des chambres de bain dans toutes les chambres. On peut avoir une grosse bâtisse à des endroits qui sont super sécuritaires. Là. Puis, on dit souvent, le Mexique, c'est dangereux. Il n'y a rien de dangereux ici. Là. La seule chose qui est dangereuse, c'est les trottoirs parce qu'ils sont pas mal croches, mais c'est à peu près tout. Là, ouais. Le marché est bon, le marché est en développement. Le Mexique, c'est simple. Là. C'est le Québec des années 80. Exact. Tout est en développement. Beaucoup de gens qui partent de partout qui s'en viennent ici. Beaucoup de Canadiens, beaucoup de Québécois, beaucoup d'Américains. C'est un marché qui est en effervescence. C'est un boom, là. Ça roule et ça va bien. Par après, est-ce qu'il y a beaucoup de... Comme tu disais, là, bon, ça te prend quelqu'un... Est-ce que tu as besoin d'avoir quelqu'un qui surveille ta maison? Est-ce que tu as besoin d'avoir quelqu'un, oui, pour ce que tu as parlé, là, aller faire aérer un peu? Parce que je sais qu'un des défis du Mexique, pour l'air climatisé, entre autres, c'est que l'électricité est quand même assez chère, de ce que je comprends, de ce qu'on m'avait dit. Oui. Donc, faut que tu gères cette patente-là pas pire. Il faut que tu sois wise, sinon tu peux manger des dollars un peu. Y a-tu d'autres surprises? Y a-tu des gens qui disent « Ouais, j'ai acheté, je pensais pas que... » ou sont au courant pas mal qu'il va y avoir soit des frais de Homeowner Association, des taxes, les taxes municipales, ces patentes-là. Comment ça fonctionne, ça? Les taxes municipales, c'est 0,05. Puis quand on les paye les 3 premières semaines de janvier, ils donnent 25 de rabais. Fait que les taxes, c'est rien. Les frais de condo, c'est quand même pas cher non plus. T'sais, on peut dépendant d'où est-ce qu'on est, on peut s'en sauver entre 150 puis 250 piastres canadiens. Fait que c'est pas cher. C'est pas cher. Puis les gens viennent ici, puis beaucoup de gens qui arrivent qui ont une cinquantaine d'années et plus, commencent à se dire, ma santé, c'est important. Fait que les gens, ils commencent à marcher. Ici, c'est facile. La ville, tout est proche. T'as pas vraiment besoin de voiture. Fait que là, les gens commencent à faire des pas, commencent à marcher un peu, commencent à se mettre en forme, puis commencent à trouver ça le fun. Fait qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Des gens qui ont dit, moi, j'ai acheté, puis j'aurais pas dû acheter, j'en connais pas. Non. Par contre, il y a des gens qui se sont dit qu'ils ont acheté trop vite, puis ils ont peut-être pas acheté dans le bon secteur. Ouais, c'est ça. Exact. C'est quel conseil que tu donnes dans ce temps-là? C'est de parler à des gens comme toi pour être certain, justement, de faire... Parce que c'est quoi, quand tu dis, mettons, le mauvais secteur, c'est quoi? Il est trop loin des services, il est trop... Donc, ils ont acheté un prix un peu plus bas, mais finalement, ils sont comme pognés pour rester dans leur place parce qu'ils ne peuvent pas trop sortir. C'est quoi les problèmes des places qui sont pas, mettons, le spot? Ouais, ce que j'essaie de dire aux gens, moi, j'essaie d'écouter ce que eux autres veulent. Oui. Après ça, parce que souvent, les gens disent, OK, c'est un investissement que je veux. C'est sûr que si c'est un investissement dans le cœur de Playa del Carmen, c'est le fun, ça se loue bien, ça va bien, mais il y a plus de bruit. Oui. Fait que là, les gens, ils vont, ils disent, hey, c'est bruyant. Oui, c'est bruyant. T'as demandé au cœur de Playa del Carmen. Oui, c'est ça, t'es au cœur de la place, là. Il y a des places dans le monde où les balles de foin roulent à 9 h le soir, mais c'est pas partout pareil, là. Non, ici, hier soir, j'étais dans un restaurant, puis à 10 h, c'était plein. Là. Oui. C'était plein.
Tu sais, les gens sortent beaucoup, les gens... Fait que les secteurs, vraiment, c'est vraiment de prendre le temps de regarder, puis c'est le temps de s'asseoir. Moi, j'essaye pas de vendre ce que moi je veux au client, j'essaye de vendre ce que lui veut. Tu sais, on essaye de vraiment de cerner les besoins. C'est quoi les erreurs qu'ils ont faites, ceux qui ont découvert qu'ils étaient peut-être pas dans le bon secteur? Ils ont fait quoi comme erreur? Ben, tu vois, moi, à un moment donné, il y a des gens qui se disent, ah, ben là, tu sais, j'aimerais ça voir la mer, mais ça coûte trop cher. Oui. Fait que je l'exclus avant d'arriver. Oui. Ben, j'ai des condos à 500 000 US que c'est en face de la mer. Oui. Fait que c'est quand même à peu près 700 000. C'est quand même pas si mal pour avoir une vue directement sur la mer. Mm-hmm. Fait que là, les gens se sont exclus eux-mêmes. Fait que, tu sais, moi, j'essaye vraiment de faire le package, ce que... Les gens veulent. Oui, définitivement. Parce que je vois... Parce que, tu sais, moi, je reste dans une petite place à Playa-Car. Tu sais, on a un golf, c'est fermé, il y a des communautés, tout ça, mais quelqu'un qui veut de l'action, je suis à 15 minutes de marche de l'action, mais je suis pas dans l'action. Non, c'est ça. Exact. Je vois ici, je vois sur certaines publications que tu as faites, je vois des condos, il y avait ça des condos en résidence, tu sais, dans le sens que quand on regarde le look, quand on regarde la place, on dirait que tu es à l'hôtel. Tu sais, l'image de l'hôtel qu'on voit au Mexique, avec la piscine, les piscines, la mer, tout ça. Puis là, je vois qu'il y a des condos qui sont comme reliés à l'hôtel. Donc, ça t'appartient. Quand t'es pas là, l'hôtel les loue, j'imagine. Ah, c'est ça le système? Oui, facilement. L'hôtel les loue facilement, tout ça. C'est un bon système, ça aussi, mais ça, t'es tout le temps dans le monde, puis il y a beaucoup de va-et-vient. Oui. Puis t'es moins chez vous. Tu sais, dire... oui. Tu te sens... T'arrives dans un condo qui est comme à l'hôtel, finalement, plus qu'à toi. T'as une petite place pour mettre ton stock, là. Mais je comprends, mais t'es moins chez vous un peu. Sauf que je vois quand même, tu sais, le prix que... Je te dis ce que je vois là présentement sur une de tes publications. Tu sais, à 249 000 US, t'as quand même, ça veut dire, une chambre de bain sur les 10 mètres carrés, construit en 2014. Tu regardes la place, c'est nice en tabarouette, puis c'est quand même 249 000. Tu sais, ça a de l'allure pour aller dans le sud, là. Pas je comprends, c'est un bon deal, ça, là, quand tu regardes ça de même, là. Oui, il y a des places abordables, puis il y a vraiment un boom. Quelqu'un qui va investir ici, dans 10 ans, il va être vraiment content. Parce que ça construit de partout. Les prix montent, les vieilles... Tu sais, on est comme à Québec des années 80. Les vieux triplex de Montréal sont rénovés. Ben, les vieilles maisons ici sont achetées, sont rénovées. Exact. Il y en a qui sont mis à terre, puis sont construits dans des buildings qui sont neufs. Oui, oui. Est-ce que le coût de la vie, parce que au niveau de l'immobilier, à cause de toute la demande qu'il y a des Américains, des Canadiens, de local, etc., je veux dire, c'est quand même des montants qui sont normaux. Donc, il y a des gens qui cherchent d'aller dans un pays, mettons, où une maison peut en avoir une pour 150 000. Il y a un marché comme ça. Mais c'est pas le cas pour le Mexique. C'est quand même des valeurs qui sont quand même assez normales. Mais le coût de la vie, est-ce que le coût de la vie a resté bas au Mexique? Si on entend souvent, oui, le Mexique, mais ça dépend toujours des places. C'est sûr que les places qui sont plus touristiques, j'imagine qu'il y a des endroits spécifiques où c'est un peu plus dispendieux, mais généralement, quand tu es en pleine ville de Playa del Carmen, pour les gens qui sont de la place, etc., est-ce que le coût de la vie est abordable? Le coût de la vie est abordable parce qu'on va pas aux mêmes endroits que les touristes. C'est ça. T'sais, les touristes vont être attirés vraiment vers la 5e avenue, vont aller dans des restaurants là. Ben, il y a des restaurants qui sont pratiquement le même prix que Montréal. C'est ça. Par contre, quand on sort un petit peu, puis on s'en va dans des endroits locaux, ben là, on peut aller manger un steak. On peut être 2 personnes, manger un steak, prendre un verre de vin, puis ça a coûté 70$. Mm-hmm. Mm-hmm. Exact. C'est de la différence entre les on appelle ça les trappes à touristes. Puis, ouais. Toi, c'est arrivé comment ton affaire de... Ça faisait longtemps que tu y allais, tout, mais t'es passé de la GRC, t'as tombé dans les finances, t'as fait ce genre de patente-là. C'est quoi ton cheminement? Qu'est-ce qui t'a fait? Est-ce que la pandémie? C'est quoi qui a fait que à un moment donné, t'as dit « OK, go, je suis parti ». Je venais ici souvent. La pandémie m'a fait vraiment mal. Ouais. La pandémie, à un moment donné, je me suis dit « ça fonctionne pas ». Alors là, j'ai arrêté d'aller dans des tout inclus. Là, j'ai commencé à louer des condos, tout ça. Là, je pouvais comme pas vraiment travailler à distance. Il y a quelqu'un qui a acheté mon book, mon livre d'affaires. Fait que là, je me suis dit, ben moi, je m'en vais ici à temps plein. Fait que là, je me suis tourné ici. Puis là, ben j'ai commencé à conseiller des gens en immobilier, puis je commençais à aider des gens, puis je commençais à leur parler, puis tout ça. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit,
J'aimerais ça faire de l'immobilier, tout ça, mais je peux pas faire ça tout seul, c'est impossible. Ouais. Ça me prend une équipe, parce que, tu sais, les documents en espagnol, oui, je peux les faire traduire, mais ça devient trop compliqué. Ça prend vraiment une équipe pour travailler ici. Alors là, parce que je suis trop jeune pour pas travailler. Là. Je veux dire, j'ai 58 ans. C'est ça. Pour pas travailler. T'es très jeune, Alain. Oui. On a le même âge. J'avais le même âge, je veux dire. En fleur de l'âge. Exact. Donc, tu as fait ce move-là de cette manière. Ben oui, je sais que la COVID, ça nous a, on s'est, tu sais, je suis obligé de te dire qu'on était en crise, mais en même temps, il y a des affaires qui se sont passées à cause de ça qu'on n'aurait peut-être jamais faites. Donc, tu sais, des fois, quand il arrive un genre de challenge, on se remet en question, puis on est en crise là, de ce qui se passe pendant que ça se passe. Mais par après, quelques années après, on se dit, mais s'il n'y avait pas eu la de COVID qu'on a eu autant, peut-être qu'on n'aurait jamais fait. Puis regarde, ça m'a amené quelque part pareil. C'est ça qu'il y a comme. On est comme, tu sais, j'ai comme un double feeling avec la COVID. Parce que moi aussi, il y a plein d'affaires que j'ai fait à cause de la COVID. Puis finalement, tu sais, j'ai haï la COVID, je l'ai haï encore à mourir. Là. Mais il y a des affaires qui sont arrivées à cause de décisions qu'on a prises, à cause de ce sacrement de COVID-là. Puis regarde, la preuve, c'est que tu es là. Mais t'as-tu une clientèle de Québécois qui, un peu comme toi, ont décidé, mettons, de changer leur vie puis de s'installer là-bas pour tout le temps, ou ta clientèle, c'est réellement des Québécois qui veulent avoir un petit pied à terre? T'as-tu du monde qui ont besoin de plus, dans le sens qu'ils ont besoin de conseils, ils veulent s'installer là-bas? Est-ce que tu peux les aider aussi pour d'autres choses? Oui, définitivement. Regarde, tu sais, il y a des gens qui viennent ici. Je fais pas de location, mais vu que je vends des propriétés, tout ça, j'ai des amis qui ont des propriétés, qui les vendent. Des fois, je mets des gens, hey Alain, j'aimerais ça louer, tout ça. Je les mets en communication. Je force pas sur la location. Fait que, tu sais, je prends pas de profit. Je me dis, garde, loue le condo d'un ami, je les mets en contact, ils font ça. Après ça, ben, vu que moi, je reste ici, les gens ont des questions. Oui. Les gens, à un moment donné, les gens, là, ils me parlent du système de santé. Ouais, mais hey, un jour, si tu tombes malade. Si je tombe malade. Ici, ça me coûte 2200 pièces canadiens, mon assurance privée. Bon. À 2200 pièces, je vais j'ai l'hôpital qui est à 5 minutes. Puis la dernière fois, je suis allé voir, je voulais savoir combien il y avait de temps d'attente à l'urgence. Il y avait 5 minutes. Ouais. Tu sais, j'ai 5 minutes, je suis au Mexique, je suis censé dans un endroit qui est pas, qui est moins développé que le Canada, puis j'ai des meilleurs services. Oui. Mais même l'hôpital doit être moins débâti que chez nous. Oui, définitivement. L'hôpital est clean parce que la personne qui passe la mop fait 9000 pesos par mois. Ouais. Fait qu'il y a un salaire qui permet de vivre, mais qui permet aux gens d'avoir un service qui est adéquat. Ouais. Puis ensuite de ça, ben les gens me disent, hey, moi, je veux venir 6 mois. OK. Pourquoi tu veux venir 6 mois? Hey, je veux pas perdre mes privilèges. C'est quoi tes privilèges? Hey, mon système de santé. OK. Ben, regarde. Admettons que tu viendrais 7 mois ici, puis tu étais 5 mois au Québec. Parce qu'un coup, tu te dis, je suis résident d'ici, t'es pas en prison, là. Tu peux sortir, il y a des aéroports, tu peux aller en Europe, tu peux aller partout, là. Alors, tu sais, les gens, à un moment donné, ils réfléchissent, puis ils se disent, ouais, ben là, Caroline, au niveau de la fiscalité, ça peut être avantageux. Ouais. Je suis pas un fiscaliste. Mais quand les gens, à un moment donné, ils regardent leurs choses puis ils se disent, OK, je pourrais venir vivre là à temps plein, puis ça serait plus payant, puis j'aurais une plus belle qualité de vie, ben, il y a des gens qui font le switch. Il y a des gens qui viennent puis qui sont heureux de le faire. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils deviennent quasiment... c'est-tu compliqué d'avoir la citoyenneté mexicaine? Non. Pas, ben, il y a de plus en plus de gens qui la demandent. OK. Moi, je l'ai eu ça fait 2 ans. Ça prenait, je pense, 450 000 pièces d'actifs ou une pension de 12 000 pièces par mois. Mais 450 000 pièces d'actifs quand tu es rendu à 55 ans... Oui, c'est ça. C'était pas ça, ça n'a pas été bien. Non, c'est il ça. est arrivé quelque chose. Ça n'a pas bien été. Tu n'auras pas une belle fin, là. On va te le dire tout de suite. Là. On sait que tu vas manger mou à la fin, c'est clair. Donc, ouais, c'est ça. Donc, les demandes pour l'avoir ne sont pas si exagérées que ça. Puis ça peut se faire dans un laps de temps assez vite? Oui, puis on conseille aux gens de le faire. Parce que c'est quand même drôle, parce que les gens, souvent, viennent acheter une propriété, ils n'ont pas demandé leur résidence encore. Fait qu'on dit aux gens, ben regarde, c'est parce que si tu n'as pas ta résidence, tu peux acheter une propriété au Mexique, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu la revends d'ici 3 ans,
Si tu gardes ta résidence pendant 3 ans, quand tu la vendras, tu ne paieras pas d'exemption à gain capital. Tu vas avoir une exemption à gain capital, tu ne paieras pas de gain capital. Ouais. Donc, le profit que tu vas avoir fait avec tu ne seras pas imposé au Mexique. Fait que ça vaut la peine de l'avoir. Oui. Mais encore là, il y a une chose. Quand on fait la demande, on fait les papiers, on envoie tout ça à Montréal. Quand on a le visa dans notre passeport, il nous demande de se faire étamper à l'immigration. Quand on se fait étamper, faut être certain de rester là pendant un bon laps de temps, 3 semaines, 1 mois et demi, parce que là, il faut aller à l'immigration à l'intérieur. Et si on n'a pas calculé ça, puis on revient au Québec, ben on recommence le processus. OK. Oui. C'est ça. Exact. Oui. Donc, ça vaut la peine de demander. Oui, non, définitivement. Ouais. Puis je pense qu'à long terme, c'est un bon investissement. Puis tu sais, le Mexique, c'est beau, les gens sont gentils, les gens sont, tu sais, on parle souvent du cartel, mais on oublie de parler de la gentillesse des Mexicains. Quelqu'un qui se fait mal tombe par terre, n'importe quoi. Écoute, t'as 5 Mexicains pour te ramasser, tu sais. Ouais. Moi, je me suis jamais senti menacé ici, jamais. As-tu fait le tour un peu du Mexique avant de décider de t'installer sur la côte Est? As-tu été un peu sur la côte Ouest? As-tu été te promener, mettons, un peu plus au nord? As-tu fait le tour du Mexique avant de décider où tu étais, vu que c'était une place que tu visitais régulièrement? Non, c'est la place que je veux, j'ai même pas besoin de voir ailleurs. Moi, je suis rentré ici, puis c'était ma place. Moi, j'étais à Playa Car, j'étais dans un endroit, c'est tranquille, j'ai un golf, je suis près de tout, j'ai le Sam's Club, j'ai les hôpitaux, j'ai le dentiste. À tous les matins, je marche mon 6 km. Fait que pour moi, je tombe en amour avec la place. Marcher ici, regarder les palmiers, puis tout ça, c'est merveilleux. Puis j'étais à 15 minutes de la plage. Oui, c'est ça. À pied. Oui, regarde. Non, il n'y a pas trop de problème là. Donc, est-ce que tu es, dans ta communauté, est-ce que tu es obligé de payer un membership de golf ou c'est inclus dans tes frais communs? Comment ça fonctionne pour les... Je paye un membership. Le membership a monté quand même pas mal, mais là, présentement, pour 50 parties qu'il faut prendre en 6 mois, ben là, ça coûte, c'est à peu près 3500 $ avec le kart inclus, la partie de golf, ouais, je te dirais que c'est pas cher. de l'alcool, je te dirais que c'est pas cher. Je te dirais que c'est pas cher. C'est pas cher. C'est un beau terrain. Ouais. Par contre, les allées sont étroites, là, fait qu'il faut que tu drives straight. Tu peux pas te perdre, ben. Faut être prudent. Mais 3500, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher. Non. Les gens qui... c'est ça, les gens qui vont... comme tu disais, tu as tes magasins que tu aimes, les Sam's Club de saumon, des patents, des affaires, donc tu trouves ta viande, tu trouves tes affaires. Qu'est-ce qu'ils cherchent, le monde, à part le golf? Est-ce qu'il y a des affaires, des fois, tu dis, OK, ouais, ça, faut que je les amène à des places où ils vont trouver. Tu sais, parce que les gens, il y en a qui ont plein d'habitudes. Il y en a qui ont plein d'affaires. Il faut que ça ressemble, faut que ça soit quasiment américain un peu, là, dans le sens canadien-américain, plus nord-américain. Mais comme tu dis, ils ont besoin d'avoir quelque chose. Ils vont chez Home Depot, ils vont chez Sam's Club, même il y a des places plus loin, ils peuvent avoir le Costco, etc., le Walmart. Donc ça, ces affaires-là, qu'ils ne trouveront pas, mettons, qu'ils s'en vont en Thaïlande ou quelque part dans les Caraïbes, ils l'ont au Mexique. Donc ça, il y a un point où finalement, c'est plus nord-américain que probablement la majorité des endroits dans le monde où ils peuvent aller en retraite. Y a-t-il d'autres choses qu'ils ont besoin d'avoir, à part le golf, un peu une marche? Est-ce que, mettons, les gens de vélo, est-ce qu'ils ils posent des questions là-dessus? Sont-ils safe de faire du vélo? Comment est-ce que c'est? J'ai pas de gens de vélo. Les gens de vélo, là, les routes ici, c'est pas ce qu'il y a de plus sécuritaire, puis c'est pas la conduite qui est... C'est ce qu'on m'avait dit. Ici, la conduite, c'est pas le piéton qui a l'avantage. Là. C'est généralement le plus gros véhicule qui passe avant le piéton. Oui, c'est ça. Fait que c'est pas... ça, mais le vélo, non, il y a pas beaucoup de vélos ici. Il y a pas de montagne, c'est plat, puis les routes sont pas adéquates pour ça. Par contre, beaucoup de paddleball, pickleball, c'est en grossissant, il y a des centres qui émergent partout. Ça, c'est bien en demande. Après ça, beaucoup de plongées sous-marines. Beaucoup de plongeurs viennent ici. Tu sais, c'est l'endroit pour faire. Tu sais, puis on est à Playa del Carmen, on prend le traversier, on va à Cozumel, c'est 20 minutes. Exact. On est rendu à Cozumel, un des plus beaux endroits pour faire de la plongée sous-marine. Oui, parce que la question parce que les questions, tu sais, des fois, je le dis souvent, là, les gens, il y a une différence entre partir 2-3 semaines quelque part. Et faire un séjour longtemps. Faire un long séjour, que ce c'est soit 5 mois, 6 mois, 7 mois. Après ça, tu reviens à ton chalet au Québec pour passer l'été. C'est un autre game. Là. C'est-à-dire, t'es pas en vacances. Tu vis.
Tu vas vivre à la mexicaine. Tu vas vivre chez vous comme... Tu es moins touriste qu'un touriste. On comprend, là? Oui. Puis, c'est une autre affaire ici. Tu sais, on vit les mois à partir du 15 novembre. Les gens arrivent. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. Ça monte. Fait que là, moi, là, ça fait 6 mois que je réserve pas au restaurant. Là. Oui. Mais là, si je veux aller au restaurant, il faut que j'y pense. Oui. Là, il faut que je réserve. Exact. Parce que là, on s'en va vraiment dans le... Les snowbirds arrivent. Les snowbirds, les gens d'hiver arrivent. Ça change toute la game. Les gens... Ben là, c'est comme si on part de 350 000 personnes, puis là, on va monter, on va doubler. Oui, c'est ça. Exact. Alain Farran, PH pour Farran. OK. Alain, c'est un conseiller en investissement immobilier au Mexique, région de Riviera Maya. Il vient de passer ici même sur Radio Pirate Live. On a la version full de cet entretien qui dure pas loin d'1 heure sur la version Prime de RP, si ça vous intéresse. Si vous avez en tête d'aller peut-être investir quelque part au Mexique, dans le coin de Riviera Maya, Alain attend de vos nouvelles. Avec la petite neige, la température plus froide, très bon timing. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radio. Get pirate or get out.